Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Eh bien, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. Effectivement, on ne s'est pas mis d'accord malgré des super propositions sur le forum. Alors, je suis toujours Théo, plus connu sous le pseudo de Horse sur PCM France, et je suis toujours accompagné de deux acolytes. Nous avons donc Kenan, le grand patron de PCM France. Enchanté. Oui, ils t'ont connu parce qu'ils t'ont vu, ils t'ont entendu sur le podcast précédent. Kenan. Oui, mais Alors, je suis toujours enchanté. très bien, tu es toujours enchanté. Et nous avons également Alexis, plus connu sous le pseudo de Neomésis. Salut. Voilà. Alors donc un podcast qui n'a toujours pas de nom parce que toujours gros débat dans l'équipe et même sur le forum pour savoir comment on allait appeler le podcast. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait soumettre ça à un vote. Hein. Voilà, la démocratie va parler. Donc 4 noms sont quand même en tête, disons, et donc ça va sans doute se jouer entre ces 4-là. Nous avons donc les bons de sortie, le bon de sortie, hein, petite variation. Les balances, hein, l'horreur qu'a proposé Alexis. Hein. Le magnifique. Magnifique nom. Ouais, il vend son truc. Ah. Et Non. chasse patate. Voilà, c'est un quatrième nom qui sort un petit peu de la forêt. Ça, comme par contre, hein, on s'en fout. Bon, on verra bien. Les votes parleront. Donc voilà, on va sans doute mettre un petit vote sur le forum, sur le topic, pour que vous choisissiez le nom du podcast et qu'on soit enfin débarrassé de cette tâche et qu'on puisse enfin faire une intro digne de ce nom où on On s'appelle. va se débarrasser de JB. Oui, ça aussi, ça peut être un truc. Il est même pas encore arrivé que tu veux t'en débarrasser, bah dis donc. Donc voilà. Je sais pas, t'as dit se débarrasser de la tâche, moi j'ai compris ça. Ah oui. Ah, je pense qu'il va écouter le podcast, il va être content. Il écoute pas. Oui, c'est pas faux en plus, mais bon. Donc déjà quelques petites annonces. Déjà, on est très très heureux des retours qu'on a eu, vraiment super, des retours vachement positifs. On est très content que ça vous ait plu ce premier épisode et on espère qu'on va être à la hauteur encore aujourd'hui pour le débriefing du Giro. Donc voilà, un briefing. Finalement, on va montrer qu'on était un petit peu des tâches nous aussi parce que tout ce qu'on avait prévu, il n'y a pas grand chose qui s'est passé comme on l'avait dit. Donc voilà, on va entrer dans les détails plus tard. Donc voilà, merci pour ces retours. On a également pas mal de retours sur la durée de l'émission qui était très longue sur le premier épisode avec 2 heures. Et effectivement, c'est très long. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce qu'on a à dire, on va, à mon avis, s'approcher à nouveau de ces 2 heures, peut-être 1h30. Donc ceux qui voulaient une émission plus courte, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais les formats suivants seront, je pense, beaucoup plus courts, notamment avec ce qu'on va faire pour le Tour de France, qui sera une sorte... qui sera par épisode. Donc voilà, alors ce que je vous propose tout simplement c'est on regarde, on écoute le podcast un petit peu chaque jour. Voilà, comme ça au moins ça réduit la durée. Je sais pas, faites durer la chose, surtout qu'on n'en sort pas hyper souvent des podcasts. Donc voilà, vous avez qu'à écouter en plusieurs fois, comme ça vous avez l'impression d'avoir un podcast très régulier et plus court. Donc voilà, et... La technique ici. Ah ouais, non mais là, j'ai passé la journée pour ces petites astuces, là, pour les auditeurs. Tu vois ton épisode, tu coupes à la pub, tu reprends le lendemain, comme ça t'as l'impression d'en avoir 3. Voilà. Bientôt on aura des pubs, c'est ça, des sponsors. Donc voilà, alors dernière petite annonce, on est sur iTunes, voilà, on est à fond sur les nouvelles technologies, on est des oufs sur ce côté-là. On est donc sur iTunes maintenant. Vous tapez PCM France et normalement vous tombez sur le podcast. Qui va s'appeler les balances. On verra comment ça s'appellera. Alors sans doute que dans la barre de recherche faudra taper les balances ou les bons de sortie quand on changera le nom, hein, puisque le truc sera plus référencé comme PCM France, mais pour l'instant c'est PCM France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner sur iTunes pour être au courant de toutes nos actualités. Tout à fait. Voilà. Donc le programme du jour, et il est assez costaud, c'est le Giro 2015. Le Giro 2015 qui a été au niveau spectacle assez hallucinant. Donc déjà on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Giro qui, on peut le dire, je pense qu'on va tous être d'accord sur ce coup-là, qui a été assez magnifique avec beaucoup de spectacles, beaucoup de rebondissements. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Alexis, j'avais commencé sur Kenan lors du podcast précédent. Cette fois-ci, c'est Alexis qui ouvre le bal. Le spectacle, qu'est-ce qu'on a pensé sur ce Giro? Ça m'arrangeait que ce soit Kenan qui commence, mais bon, si tu veux. Tu n'as pas le choix. Honnêtement, j'ai pas pu vraiment suivre les étapes en intégralité, mais juste les arrivées. Franchement, ce Giro était pas déplaisant du tout. J'étais vachement content quand même de la performance de Kruijswijk quand même. Il a dépassé toutes mes attentes. Je l'avais mis hors du top 10 et franchement, ça m'a fait un énorme plaisir qu'il soit là. Eh, ton petit poulain. Génier aussi. Quand j'ai dit qu'il ferait un top 10, personne ne m'avait cru. Mais il était là. J'avais bien raison. Effectivement. Par contre, je suis un peu déçu de Porte et de l'événement là-haut, tout ça.
Et je pense qu'il aurait pu quand même faire quelque chose de bien sur ce Giro. Très bien. Kenan, ton avis? Moi, je l'ai trouvé sympa, mais pas exceptionnel non plus, parce que on a quand même eu pas mal de favoris qui ont été éliminés juste par manque de forme ou par malchance. Enfin, Uran qui arrive totalement malade et incapable de jouer la gagne, Porti qui se fait éliminer sur des détails. Donc, enfin, je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux quand même avec de très bons coureurs comme ça jusqu'à la fin. Et lui aussi. T'es quand même vachement difficile parce que niveau spectacle. Alors c'est vrai, je te rejoins sur le fait que beaucoup de favoris ont été éliminés très tôt dans la course. Mais du coup, ça a donné une course un peu débridée, un petit peu what the fuck, parce que je pense que il y a beaucoup des mecs qui se sont retrouvés à l'avant, qui avaient pas l'habitude d'être leader et qui savaient pas trop comment faire. Et... Justement, c'était bizarre, et puis voir à chaque fois qu'il y avait une attaque, Contador girait derrière et refusait de. Ouais, bizarre, c'est bien le mot qui convient. Surprenant. Enfin, du coup, ça bougeait pas tellement parce que on savait très bien que ceux de devant allaient jouer à la gagne, puisque Contador qui était maillot rose ne voulait pas rouler. Contador avait plus d'équipiers surtout. On va rentrer dans les détails. On y rentrera dans les détails un peu plus tard de ça. Donc ouais, je pense que t'es plus mitigé. Donc Kenan, moi personnellement, je pense que c'est vraiment un super grand tour. Alors en effet, je te rejoins sur le fait que c'était un petit peu, on savait pas trop où donner de la tête parce que même les étapes qui paraissaient pas dangereuses, il y avait toujours de l'action, soit des chutes. Alors ça c'est le truc le plus malheureux, mais des fois il y avait des Astana qui se mettaient à rouler et à visser en tête de peloton alors qu'il y avait juste une petite cote ridicule. Alors on comprenait pas toujours la logique, mais au moins ça mettait du spectacle. Donc voilà, c'était vraiment au niveau scénario et spectacle, je trouvais ce Giro mais très très bonne facture. Et puis en plus les hôtesses étaient magnifiques, ce qui agrémentait encore la chose. Ah ouais. Trop maquillé. Cyril n'est pas là aujourd'hui, mais s'il avait été là, il en a repéré une. Il nous envoie des photos depuis une semaine sur Skype. Il est tombé amoureux. L'hôtesse du maillot rose. Si exactement. Vous sur Twitter, allez voir Cyril. Celle qui est trop maquillée. C'est ça. Alors, les avis divergent, c'est énorme. Donc, on n'entrera pas dans les détails. Merci Pierre. Voilà. Donc, premier axe de ce débriefing, on va parler des sprinters, donc. On avait dit qu'il y avait un plateau qui était pas forcément énorme de ce côté-là, et effectivement, on a eu une diversité de vainqueurs assez énorme. Enfin, il y a eu 5 sprints massifs, hein, et nous avons eu 4 vainqueurs différents. Le seul qui a gagné 2 étapes, c'est Modolo, de la Lamprey. Nous avons également Greipel qui a gagné une étape, Viviani qui a gagné une étape, et Matthews qui en a gagné une, même si c'était une étape avec une arrivée à comité réduit en disons, donc il n'y avait pas encore tous ses adversaires n'étaient pas là. Voilà, et Nizzolo gagne le classement du meilleur sprinter sans gagner d'étape. Voilà, c'est la loose, c'est Trek, c'est transmis de génération en génération. Après les Schleck, c'est Nizzolo. Il a quand même le maillot rouge sur les épaules, hein. J'aimerais bien avoir la loose comme ça, moi. Ah oui, certes, il a quand même fait une bonne performance, mais ouais, pas d'étape en poche quand même. Mais je pense qu'il était déçu. Hein. Oui, je pense qu'il aurait préféré une étape quand même. La régularité équipée. C'est pas faux. Alors vous avez des choses à dire sur Viviani, Matthews, Greipel ou Modolo? Alors, Greipel, il s'est raté. Ouais, ça je confirme. Ouais, une seule étape. D'ailleurs, Cyril avait annoncé que Greipel le voyait gagner une étape et derrière être un peu en galère. Effectivement, il a pas forcément prouvé son statut de grosse pointure du sprint présente. Quoi. Je pense que c'était un mauvais choix de faire le Giro pour lui finalement. Après, c'est facile de dire ça quand c'est fini, mais une seule étape, c'est pas ce qu'il voulait et là il s'est cramé pour le tour quand même. Mais pas tellement parce qu'il a abandonné avant la fin de avant la dernière semaine du coup. Il s'est quand même plus cramé que Cavendish qui a gagné 3 ou 4 fois en Californie mais qui a eu très peu de difficultés de montée à faire. Mais je pense que le fait justement d'avoir que Greipel est abandonné relativement tôt dans la course, avant la dernière semaine avec les difficultés de ouf là, comme beaucoup de sprinters d'ailleurs, beaucoup de sprinters, pas forcément des grosses pointures, mais il y a quelques autres sprinters qui ont fait pareil, mais bon, Petaki, etc., c'est pas forcément le même niveau Greipel et c'est pas des mecs qu'on attend sur le tour, mais Greipel, je pense que justement, sur le tour, je pense pas que le Tour d'Italie lui sera trop dans les jambes, justement du fait de cet abandon. Donc voilà, et celui sur lequel je voulais revenir aussi, c'est Viviani. J'avais annoncé qu'il était capable du meilleur comme du pire, et il l'a montré, il gagne la première étape pour les sprinters, et derrière on le revoit plus. Il fait une fois 3ème, et puis silence radio. C'est pas le seul sprinter qu'on n'a pas vu. Parce que Bonnen qui était arrivé et qui disait vouloir gagner une étape, on l'a pas beaucoup vu non plus. Il a abandonné avec Greipel. Exactement, ouais. D'ailleurs, parlons-en un petit peu des déceptions donc sur le sprint. Après, il y a déception et déception parce qu'il y a des sprinters qu'on n'a pas beaucoup vus mais qui étaient toujours placés et ceux sans aide. C'est une autre catégorie. Au flanc des Reza.
Offland et Reza, ils m'ont beaucoup impressionné quand même ce Giro, parce qu'ils étaient toujours dans le top 10, voire dans le top 5, et ils étaient complètement seuls. Alors Reza, je vais mettre une réserve, attention, ce petit jeu mono, Ah, jeu de bravo. mots, parce que Reza, il fait 2 fois 9ème, et c'est tout. Si Ouais. si pour vous ça s'est brillé sur un grand tour avec Non, un plateau ouais. sprinter qui est pas vraiment super bien, je trouve que Reza, c'était pas non plus la C'est joie. ça. Hein. Mais il fait quand même 9ème, alors qu'il était 30 ou 40e dans le peloton à une bande de l'arrivée. Enfin, il remonte tout seul, il se débrouille tout seul. Enfin, Effectivement, il était à chaque fois très mal placé. Ouais. s'il arrive à être mieux placé et qu'il a un train et qu'il y a peut-être une concurrence plus ou moins similaire, il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte. Donc voilà, donc ceux qui se sont montrés, qui ont fait quelques placettes, je les ai notés. Donc il y a Belluti, n'importe quoi. Belletti, j'ai fait un mix entre les deux. Petacchi également, le vestige italien, qui est toujours là, à plus de 40 ans. Il a réussi à faire 2 fois dans les 10 premiers, il me semble, ou même 2 ou 3 fois, il me semble. Donc toujours là. Malgré justement qu'avec Belletti, ils s'entendent pas très bien, ils sont de la même équipe et il y a une ou deux étapes où ils se sont retrouvés tous les deux dans le top 10, mais en se suivant, 7ème et 4ème, ou 7ème et 5ème. Du coup, ça aurait pas été plus productif si c'était emmené l'un l'autre, vous croyez pas? Si. Mais après, bon, c'est pas trop le genre de Petaki, je crois, d'emmener, Ah, mais du coup, à part quand c'est un gros cador comme Cavendish, c'est pas son genre. sur le coup, je Il a pense fait une seule fois le rôle de poisson pilote, hein, il me semble. Enfin, avec Cavendish, mais après c'est tout, il a jamais été poisson pilote, si. Oui, c'est... mais du coup, ça aurait été à Belletti d'emmener Petacchi peut-être. Non, parce que Petaki a 42 ans, à un moment, Vieux. il faut aussi comprendre que c'est plus trop pour lui. Ouais, en effet. Mais je pense que c'est sa dernière année là. Ça fait Ah, je sais bah. pas combien de temps qu'il recule. Il avait pris une première retraite, il me semble. Et il était revenu. Ouais. Ouais, On ouais. est mais à 8 ou 9 c'est retraites. Petaki. D'accord. Alors ensuite, donc Offland également, j'avais noté qu'il s'était montré. Enfin, il s'est montré une fois hein, sur la première étape pour Sprinter. Il termine deuxième derrière Viviani et puis après, on l'a plus trop vu. Mais bon. Bah, il était tout seul, En même Oui. temps, l'équipe Lotto Jumbo était pas énormément sur ce Giro, il y avait pas beaucoup de monde, Ouais, on l'avait à dit. part Ouais. Offland et Kruijswijk. Exactement. Apollonio Oh. également s'est montré. Osler aussi sur une étape. Kluge sur l'étape finale. Osler, il tombe à chaque fois, lui. Ouais, mais il a quand même réussi à terminer quatrième d'une étape, il me semble. Kluge, il fait deuxième, non, troisième. Il gagne le sprint du peloton, en fait, de la dernière étape. En palliant justement, la chute Blague. de Osler. Une blague. Voilà. Nous avons également Lobato qui s'est montré sur l'étape gagnée par Mathieu. Il fait deuxième. C'est la seule performance qu'il fait. Comme quoi, il fallait qu'il y ait des montées parce que sinon, on ne voyait pas sur les sprints massifs. Mais il a abandonné très tôt aussi, Lobato. Et Porsev, voilà. Dieu, qui également s'est montré. Il a terminé dans les 10 premiers sur 2 ou 3 étapes. Et enfin, le dernier que j'avais noté, c'était Grossou. Un mec que je connaissais pas du tout. Et qui a réussi à faire terminer dans les 5 premières étapes. Je connais C'est toujours pas le... C'est un le Roumain, ouais, c'est lui. C'est ça, voilà. La petite surprise du chef. Gros sou. Donc voilà, et puis côté déception, Alexis a déjà parlé de Bounen. Moi j'avais noté Bollet, qu'on n'a pas vu. Mais Ça- il y a des sections, était. il y a aussi les équipes de sprinters. Oui, non mais les équipes de sprinters, effectivement, ils ont laissé passer les échappées. Pas tellement que ça en fait. Cyril m'avait fait la même réflexion, de savoir que les équipes de sprinters avaient plusieurs fois laissé partir les échappées. Mais quand on regarde le récapitulatif des étapes, il y a beaucoup d'étapes qui se sont terminées victorieuses pour les échappées, où c'était des étapes assez vallonnées et que finalement il y a que l'étape de Bohème qui aurait pu... C'est celle-là surtout qu'on retient. et celle de Case. Bah, également, la dernière l'étape Oui. finale, là, qui aurait dû, voilà. Ils ont raté C'est que 2 sprints massifs, en fait. Ouais, Ouais, mais il y en avait pas beaucoup non raté. plus. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément énormément d'étapes destinées aux purs sprinters. Attends, il y a combien de sprinters qui ont gagné? Il Il y en a eu 5. y en a eu 5 sprints massifs. Enfin, il y a eu 4 sprints massifs et un sprint J'en vois 3. semi-massif. Le sprint de Matthews, Oui, faut si pas tu dire comptes qu'il est... Matthews et Voilà. Modolo. C'est ça. Donc en fait, donc 4 sprints vraiment massifs et il y en a 2 autres qui auraient potentiellement pu être massifs. Donc t'as 4 sprints massifs, et à côté t'as 2 fois les échappées vont au bout, ça fait quand même beaucoup d'échappées. Ah, ça fait, ouais, la moitié quand même. Effectivement. Notamment avec le fail de la dernière étape où là, c'était taillé pour eux comme chaque dernière étape du Grand Tour et là ils ont complètement raté. Il y avait un fail et surtout l'autre, c'était carrément le manque d'envie. Il y avait plus que la loto qui roulait. Les autres, ils ont regardé la loto rouler puis ils ont fait tant pis. Et notamment il y avait les Argos avec Mesgek qui a crevé il me semble. À quelques kilomètres de la ligne. Du coup, les Argos n'ont pas roulé. Ils sont mis à rouler beaucoup trop tard et du coup, c'était fait pour Case et ça permet de revenir sur Mesgek d'ailleurs. Grosse déception de ce Giro pour moi au niveau du sprint. Et il était là. Et Ouais. pareil. Ah non, mais quand même, c'était un mec
vainqueur l'an dernier d'une étape. Là, Ouais, je l'avais pronostiqué vainqueur et puis il pue, je sais pas. Ouais, non, Il a dit coucou à la caméra une fois. Après, Ouais, non, mais là, il s'est même. Le pire, c'est qu'il a fait 2 places, mais il jouait jamais la gagne. Vraiment, il n'était jamais à la lutte pour la victoire. Contrairement à un Nizzolo qui, même s'il a pas gagné d'étape, était présent à chaque fois. Ouais, Zolo aussi, t'es bien. Alors Nizzolo, j'ai noté 2 fois deuxième, 2 fois cinquième et 1 fois sixième. Voilà, c'est pas mal comme. C'est la régularité incarnée. Voilà. voilà. À la fin, il a le maillot de meilleur sprinter, mais il a pas gagné. Et côté déception, bon, Zabel, qui c'est toujours pas bon, c'est pas vraiment une déception, c'est moi, en fait, je troll un peu parce que Zabel, on en parle depuis, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on en parle de Zabel, qui va exploser, mais je le vois toujours pas. Père ou du fils, parce qu'on sait plus maintenant. Non, le L'autre, fils. on le voit jamais, alors, on pense toujours que c'est le père. Ouais, le père, il est plus sur le vélo, là, maintenant. Dans les voitures. Ah ouais. Ouais, il a pris sa retraite. Il y a quelques temps, quand même. Ouais. C'est bien qu'on ait un expert comme toi, Alexis, qui suit bien le cyclisme. C'est bien. Voilà. Ma blague est pas passée. Je suis juste passé pour un con. Ça changera pas trop Remarque, d'habitude, ça va. Il doit pas être beaucoup plus vieux que Petaki. Ouais. Donc, si l'envie lui prenait, il pourrait venir gagner 3-4 étapes de Giro un jour. Ouais, combien qu'il se débrouillerait mieux que son fils, quand même. Oh, c'est pas très difficile. Oui, voilà. Le fils, il est là pour faire joli et vendre des maillots. Faut voir, on dit, et il a quand même un gros palmarès chez les espoirs, donc, c'est typiquement le genre de mec qui va exploser sur une saison. Visiblement, c'est pas pour celle-là. C'est toujours un espoir, là. On place toujours des espoirs en lui, et puis... Ouais, mais en fait, il est moins vieux que je le pensais. Comme vous l'avez fait remarquer sur le premier épisode, il a que 21 ans ou 22 ans, je crois. Donc, Ah ouais, oui, mais ça fait quand même 3-4 ans qu'on parle de lui, donc. ouais, mais c'est un gamin qu'on a de suite mis sur le devant de la scène, alors qu'il était trop frais trop tendre pour jouer les premiers rôles de suite, quoi. Il est pas frais, ton Ouais. Enfin, il a rien fait depuis quand même, depuis son arrivée chez les pros. Voilà. Bah, et c'est sûr que il a fait un top 10 une fois. Non, mais il réussit à faire des top 10 tous les ans sur 2-3 sprints, mais il y a guère que Ewan, qui vraiment un mec qu'on a porté, qu'on a dit c'était un futur gros espoir, et c'est le seul c'est un des rares qui arrive à confirmer de suite dès sa première année pro que, effectivement, c'est un futur gros espoir, Ewan. Zabel Ah oui, Ewan très impressionnant, mais Zabel, il faudra qu'il confirme. Et enfin, le dernier petit sprinter que je voulais citer, c'est Ruffoni, qui a fait des grosses performances pendant toute la première partie de saison, et que là, invisible. Je me dis aussi que je l'avais pas vu. Le mec de la Bardiani, donc voilà, je crois qu'il a fait une fois dans les 10 premiers. La Bardiani, cette année, c'était pas non plus... Justement, ça va, magnifique transition, puisque justement, maintenant qu'on a fait un petit peu... C'était fait exprès. Merci, magnifique. Tu m'as bien aidé. On va parler après des sprinters, des autres coureurs, des punchers et des grimpeurs. Des coureurs qui couraient pour le général, mais de ceux qui visaient des étapes. Et justement, on va revenir notamment sur la Bardiani, parce que la Bardiani a gagné une seule étape, par l'intermédiaire de Bohème, qui un peu sauve le Giro de la Bardiani, qui a été pas catastrophique parce que c'est une petite équipe, mais on a été habitué en fait qu'elle nous surprenne chaque année, et cette année un petit peu moins. Ouais, catastrophique, on peut presque utiliser le terme, parce que l'année dernière, ils ont gagné, c'est ça, 3-4 étapes, mais ils étaient presque tous les jours devant, quoi. 3 étapes, ouais. Mais ils ont gagné une étape, là. On peut pas dire catastrophique. On peut dire que c'est moyen. On les a pas autant vus. Et justement, pour une petite équipe, le but, c'est d'être vu à l'avant. Et là, c'était pas vraiment le cas. Piradi a fait comme Haru, il a attaqué comme un débit pendant toute une première semaine, et puis après, on l'a plus vu. Et Piradi aussi. Ouais, voilà. Sans réfléchir. C'était la phrase, la punchline de Kenan sur Piradi, au début du Giro, ça s'est confirmé, Piradi. Non, mais il est connu pour ça. C'est un abruti. Sur le vélo, calme-toi, pas d'accusation comme ça. Sur le vélo, effectivement. Je ne le connais pas personnellement, j'ai quand même ma petite idée sur le personnage, et sur le vélo en tout cas, c'est un abruti. Voilà. D'ailleurs, il se faisait chambrer par les mecs de Bein, c'est dire. Donc voilà. Le gars, il attaque, et puis 2 minutes après, il se relève pour réattaquer, aider un coéquipier alors qu'il est leader, ça va comprendre. Ouais. Et en plus, il avait annoncé qu'au début Giro qu'il visait une place au général. Alors je sais pas comment il interprète, je sais pas comment il voit pouvoir faire une place au général en attaquant toutes les 2 étapes dès qu'il y a 3% de pente. Enfin, c'est un mystère ce Piradi. Donc outre Bohème, donc on a également Formolo qui a gagné une étape, qui s'est un peu révélé. Enfin, oui, futur grand coureur d'après les Italiens. Oui, mais il a gagné une étape sur un échappé, et puis on l'a plus revu de la semaine. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 top 20 sur d'autres étapes, mais on s'est de suite emballé parce qu'il a gagné une étape, certes en costaud, mais bon, j'attends de voir quand même sur la suite. Hein. Une étape en échappé, c'est quand même déjà ça. Oui, c'est sûr. Mais bon, il est quand même dans une grosse équipe,
il a pas encore l'âge d'être leader dans cette équipe. Ben, il fait avec les armes qu'il a, et là il a gagné en se battant. Oui, mais des mecs qui gagnent une étape sur un grand tour et qu'on voit plus après, il y en a plein aussi. Après, Formolo a quand même un gros palmarès en jeune, donc effectivement. Puis il a son leader qui fait 5ème du général, donc ça va. Effectivement, ouais, les Cannondale ont fait un bon petit Giro. On va reparlera de H2 quand on abordera les mecs du général. Également, les mecs de la Lamprey, Polanc et Ulissi, qui gagnent chacun leur étape. En plus des deux de Modolo, ça ferait quand même... Magnifique. Polanc Voilà. Ulissi. Oula, je sens le jeu de mots tendancieux. Et Lamprey, 4 étapes en poche, même si Niemek sera au général. Bon, même, non pas qu'on attendait grand chose de lui. Grosse performance des Lamprey, non? Ouais. Ouais. Très bon Giro pour eux. Et Ulissi qui revient après sa suspension, il montre qu'il est présent, quoi, après ces 2 étapes de l'année dernière. Donc voilà, on a également Inchosti qui a gagné une étape de la côté Movistar. Inchosti qui malheureusement, moi j'avais eu de gros espoirs pour lui au général et qui ne les a pas rentrés du tout. Non, transparent. Exactement, il s'est fait larguer dès la première semaine, donc après il visait les étapes. Il a fait au moins ça. Puis il y a eu Amador qui a un peu relevé le niveau derrière quand même. Oui, voilà, donc il n'y avait pas de leader affirmé chez Movistar, il y en a quand même un qui a été très très bon. Effectivement. Tiralongo également qui a gagné son étape, qui donc participe à la folie Astana sur les victoires d'étape. Case donc qui gagne l'étape finale. Et ensuite deux derniers coureurs sur lesquels on va revenir. Tout d'abord Zakharine qui gagne son étape malgré qu'il brille pas au général. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Giro de Zakharine? Je m'adresse surtout à toi Kenan, qui l'avait annoncé dans le top 5, je le rappelle. Ouais, mais ils ont tous voulu me décevoir cette année. Je le cherche dans le classement. Il a gagné une étape, c'est déjà ça. Ouais, il a gagné une belle étape, mais bon. Et puis il a montré sur l'étape du collet des Finestrés que il grimpait très bien. Il a confirmé ce qu'il avait montré en Romandie. Disons qu'en fait, il arrive pas à être régulier sur 3 semaines. Ce qui est totalement logique pour quelqu'un qui disputait son premier grand tour. Oui. Et est-ce qu'il n'était pas plutôt équipier? Parce que bon, c'est quand même Trofimov qui fait 10 au général. Je crois que Zakharine était désigné leader et que Ouais, parce que il je a crois été vraiment mis équipier au bout d'un moment. Ouais, les mecs de Katusha, je crois qu'ils ont dit Trofimov, c'est notre leader, il va faire top 5. Ouais, tu crois c'est qu'ils... très Au bout d'un moment, tu crois qu'ils ont pensé ça dans leur tête. Ils ont dû y croire pendant au bout d'un moment, il était dans les 5 premiers du général, il a craqué complètement sur la fin, on y reviendra. Mais Zakharine, pour moi, c'était la perle qu'ils amenaient sur le Giro, quoi. Quand t'as regardé la start list, t'avais bien peur que ce soit Tchernetsky le leader. Mais oui. Si je bien. Alors pourquoi pas Trofimov? Invisible Parce que Trofimov a plus de 30 ans et qu'il avait jamais rien fait en grand tour, enfin jamais fait de top 10. Tchernetsky avait pas fait grand chose non plus. Oui, mais il a pas 30 ans. Ouais. C'est pas faux. C'est un jeune, Tchernetsky. C'est un jeune. Je crois qu'il a 26 ou 27 ans. Mais c'est un mec qui... Trofimov, Cadel, il a gagné le tour à quelle année? Il a non mais Cadel, quel rapport avec Cadel, le mec a fait je sais combien de podiums sur les grands tours avant ça. Ne compare pas Trofimov à Cadel Evans. Qu'est-ce que tu dis? Trofimov n'a pas le palmarès de Cadel Evans au même âge. Mais oui. Pas d'un top 10 à 30 ans, voilà. Sa première année pro, Cadel Evans, il a dû faire gagner autant de courses que Trofimov dans une carrière, quoi. Cadel Evans, à 28 ans, il était 8ème du tour et Trofimov, il devait pas être loin, il devait juste avoir un chiffre devant lui. Non, même pas à 28 ans. Si, à 28 ans, 8ème du tour. Trofimov, ok. 31 ans, jamais rien fait. Mon exemple est foireux. Non, cette comparaison était désastreuse. Cette comparaison était nave. Mais je suis sûr qu'il en était capable, un top 10, enfin... Zakharine? Qui ça? Alors, on parle de qui? Non, Trofimov. Il l'a fait. Il l'a fait. On va y revenir quand on va aborder les mecs du top 10. C'est pour ça que je dis qu'il en était capable. Voilà. Donc Zakharine. On voit tout. Pour revenir sur Zakharine. Zakharine, donc plutôt, une étape, c'est quand même un bon Giro, malgré, je pense qu'il y a eu un peu trop de hype autour de lui, du fait de son tour de Romandie, et que il était pas préparé à faire 3 semaines à fond. C'était celui d'avance, il était trop en forme en Romandie. Non, mais là, je pense que c'est pas une question de forme, je pense que c'est une question d'expérience. Zakharine, il a craqué dès les premières étapes. Oui, de mental aussi. À un moment, il a voilà. été lâché, et là, il a arrêté d'y croire. C'est quand? C'est sur la deuxième victoire à Darou, alors il non, a échappé, et d'un seul coup il craque là, on l'a plus vu. Ouais, non, mais une fois qu'il s'est fait rattraper, je pense qu'il s'est complètement arrêté parce que Trofimov était complètement à la ramasse et qu'il s'est arrêté pour aller l'aider derrière. Comme il a vu que l'étape n'était plus pour lui, il s'est arrêté pour Trofimov, je pense que c'est ça. Donc ça confirme que Trofimov était leader. Voilà. Ouais, J'avais raison. bien sûr qu'il était leader puisqu'il avait une place au général à défendre. Voilà. J'avais raison. J'ai l'impression qu'on est déjà en train d'aborder Trofimov alors qu'on n'est même pas sur lui. Donc, le dernier coureur que je voulais aborder, qu'on doit aborder du côté des mecs qui ont gagné les étapes, c'est Gilbert. Renaissance. Dieu. Gros Giro de Gilbert. Ouais. Qui s'est pas montré pendant les 2 premières semaines.
ou la première semaine du moins, et après, pouf, 2 étapes coup sur coup. Bon retour, hein. Et puis 2 grosses étapes où il gagne en costaud, quoi. C'est Gilbert. Ouais, non, mais on l'avait pas vu à ce niveau C'est depuis un moment. Quand même. Non, on sait pas trop quoi en penser. Ardennes. Voilà, il est quand même passé totalement à côté de son début de saison. Totalement, ouais, non. Ah, pour Gilbert, si. Oui, pour lui, oui. Il Résultat, fait quoi? Il bon. fait une 6e place sur l'Amstel, je crois. Un truc comme ça, ouais. Et après le reste, enfin. C'est pas non plus totalement à côté, mais c'est vrai que dixième de l'Amstel et rien d'autre. C'est quand même une catastrophe pour un type qui a gagné, qui a fait le triplé il y a 4 ans. Ah, il s'est gouré sur le programme d'entraînement parce qu'il était en forme en mai au lieu d'être en avril. C'est con, hein. Maintenant, espérons qu'il soit aussi en forme en septembre et pas en octobre. Mais n'empêche qu'il y avait une C'est histoire ça. de blessure, si je me souviens bien. Il était pas tombé sur la flèche. Je ne me souviens plus, là je dois bien avouer, j'ai un petit trou de mémoire. Mais ce qui est impressionnant quand même, c'est sa première victoire notamment. C'est un sprint dans le peloton en côte. Mais il largue tout le monde, mais il met la misère. C'est un truc de... Il a mis 50 mètres à tout le monde, et il gagne avec 3 secondes d'avance sur Contador, qui est deuxième d'ailleurs, je crois. Mais vraiment sur la côte, il avait été largement, mais 2 jambes au-dessus de tout le monde. Donc vraiment un Gilbert qui montre qu'il est pas décédé, que c'est pas juste un Gilbert plus trop... il y a de l'espoir encore pour Gilbert. Sa première victoire, ça ressemble un peu à celle qu'il a eue sur le Tour aussi. Où il avait fait exactement la même chose, il avait largué Evans dans la montée. Ah oui, mais tu parles d'il y a quelques années quand même là. Oui, enfin sa seule victoire sur le Tour. C'était Cancellara qui larguait. Ça ressemble à beaucoup de ses victoires, hein. Des victoires où tout simplement sur les sprints en côte, il est meilleur. Hein. Ouais. C'était Vauclair, Cancellara, Vinokourov, parce qu'au départ il était emmené par Roland et Roland l'a largué assez tôt. Cancellara a attaqué, il a suivi et il a contré et il est parti. Il n'y avait pas Evans là-dedans. Ah mais je pense qu'il a gagné plus d'une étape sur le Tour, donc il en a gagné 2. Non, il n'en a gagné qu'une. Hein. Super, on a gagné qu'une et il a pris le maillot jaune. Et ben voilà, tu regardes. Podium, Gilbert, Evans, Uchoft. Me dis pas qu'il n'y a pas Evans. Oui, mais au départ, quand il a attaqué, il a pas Evans. Evans, il est revenu après, lui. Enfin, t'as quand même Evans deuxième, qui a été... C'est magnifique ce débriefing, du Giro où on parle des étapes qui ont eu lieu il y a 4 ans ou 5 ans. C'est magnifique. J'adore. Donc, Gilbert, en effet, on peut dire que c'est la très grosse note pour lui. Et on peut parler également des mecs qui n'ont pas forcément gagné des étapes et qui sont également montrés. Bétancourt. Le comeback. Il est là. Il est pas décédé. Il a quitté McDo. Il a pas fait grand chose non plus. Hein. Enfin, il a attaqué comme un débile et à la fin, il a rien. Il fait 20ème du général et il se fait notamment un top 5 sur une étape en terminant dans le groupe des favoris. Je suis désolé pour un mec qui n'a plus rien fait depuis Paris-Nice l'an dernier. Voilà, qui a pris 3 kilos, enfin qui a pris je sais pas combien de kilos 3 là. Oui, non mais 3 c'était 3 seulement dans le bassin hanche. Hein. 13, j'avais oublié un devant. Il a pris 13 kilos comme ça, il n'arrivait plus à suivre personne et là le mec termine 20ème d'un grand tour et arrive quand même à suivre dans les montées. Il est là. Peut-être qu'il va performer en fin de saison. Oui, enfin, comme on l'a dit au début, 20ème de ce Giro, c'est pas non plus énorme. Quand on a vu que tous les leaders étaient défaillants. Par Visconti, par Maël Moinard. Voilà. Il a 2 fois plus de retard sur Contador qu'à Maël Moinard. Je pense que... Je ne dis pas que c'est une performance extraordinaire. Je dis que c'est un mec qui arrivait pas à finir ses courses depuis 1 an. Non, ses courses au McDo, il avait fini. Il avait bien commandé le truc. Ouais. Non, mais on peut dire quand même qu'il y a du mieux chez Bétancourt. Drive. Et à mon avis, c'est ça. Il a changé. Maintenant, avant, il allait en bagnole. Maintenant, il va en vélo drive. Vous voyez? Hop, du coup, il s'affûte un peu. Et c'est pour ça qu'on lui refuse. Et il maigrit. On est dit, c'est interdit au vélo, monsieur. Vous êtes un peu dur à Bétancourt. Moi, j'étais très content de le revoir. Ça faisait bien longtemps que je le voyais. Je voyais dans le groupe Eto avant. Là, c'est bon. Il était un petit peu à l'avant. Il a c'est bon. À lui seul, il a le palmarès d'AG2R depuis 15 ans. Donc, je peux déjà être content. Attention, on n'attaque pas AG2R. On va mal s'entendre. À citer également peut-être Reichenbach également qui a fait 3ème sur une échappée. Bon, il a pas non plus été extraordinaire. Il a mal joué tactiquement. Il a abandonné après. Oui, en plus il a fait le boulet là avec Inchosti. Ouais, carrément. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il a roulé comme un débile et puis Inchosti l'a grillé sur la fin. Il était trop sûr de lui. Après, il a été beau joueur. Oui. Il a dit qu'Inchosti avait bien joué tactiquement alors que c'est assez clair que ça a juste été un connard. Bon, après, il a joué le raton aussi, donc on peut voilà. Oui, tu vois, la différence entre Alexis et Kenan, Alexis il dit raton, Kenan il dit connard. Il y a quand même un 2 poids 2 mesures, là. Non, c'est la même chose avec des expressions différentes. Ouais, c'est pas faux. À la fin, le bilan, c'est qu'Inchosti a gagné en n'ayant pas donné un coup de pédale derrière Reichenbach, et Reichenbach s'est fait avoir. Ouais, mais dans les palmarès, on retiendra qu'Inchosti a gagné. Moi, je suis désolé, être un connard, c'est comme ça qu'on gagne, hein, des fois.
Bah Mais oui. il aura pas marqué avec panache à côté de sa victoire. Oh non, mais il y a que Ouais, Thierry enfin, Adam, il y a vraiment que, marqué- y a que Thierry Adam qui s'intéresse le panache, hein. Tu vas C'est regarder le- la fiche le panache, Wikipédia c'est de Vautier. Contador, t'auras pas Ah. marqué avec panache alors qu'il en a. C'est ça. Donc Reichenbach, Visconti, qui m'a assez surpris, en montrant qu'il pouvait grimper. Alors on savait qu'il était pas mauvais grimpeur, il avait gagné une grosse étape au Galibier l'an dernier, il me semble. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Et là, il passe notamment 2 semaines à suivre les meilleurs avant de craquer en montagne. Mais il se console avec maillot de meilleur grimpeur, donc Visconti, bonne perf de lui aussi. Ouais, mais il a fait le mauvais choix en jouant le général. Enfin, Il y a en 2 ans, essayant il de avait venir. gagné 2 étapes quand même. Là, il aurait Ouais. pu faire bien aussi. Il a Ouais, préféré rester avec les favoris qu'attaquer, et puis à la fin, il est bien placé, il est quoi, 17ème? Ouais, c'est pas mal. 18ème, mais il a pas d'étape. Et C'est devant je pense Betancourt. que tu préfères quand même gagner 2 étapes que faire 18ème. Oui, enfin, je suis pas sûr qu'il ait forcément gagné 2 étapes s'il s'était échappé également. Peut-être qu'il en aurait gagné une, effectivement. Après, Ça aurait quand même été mieux. c'est de la science-fiction après quand on part dans ce genre de choses. Au moins, il gagne le classement de meilleur grimpeur, il repart pas bredouille. Oui, bon, il y a toujours ça, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, il s'est battu pour l'avoir, c'était serré ce truc. Ouais, exactement, avec Kruijswijk. Je suis dégoûté. Oui. Kruijswijk aurait dû gagner. Ouais, je m'en doute. Ouais, on en abordera un peu plus tard. Parmi les punchers également, Geschke, qui, malgré que, sérieusement, vous savez qu'il faisait le Giro, Geschke? Il a fait quand même pas Si. À Oui, un bon. moment donné, on a vu sa barbe. Oui, mais vous savez qu'il a quand même fait une 3e place et une 4e place. Ce qui fait qu'il est pas forcément ridicule, mais sur l'étape pour puncher, il était là parce qu'il n'avait pas des masses et il fait 2 placettes 2 fois dans les 5 premiers. Bonne Eh, nouvelle. C'était cool. Mhm. Féline fait pareil. Il fait 2e d'une étape et Au Féliné, c'est normal, c'est la trek. voilà, et après il fait 2 top 10, notamment un top 10 sur le contre-la-montre. Mais Féliné, Oui, il est où bon partout. personne n'avait compris ce qu'il foutait là, mais le contre-la-montre, c'était n'importe quoi. Ah, le contre-la-montre, si je me souviens bien, le top 10, c'était... Ah, les conditions étaient tellement affreuses, je pense que ça s'est joué énormément sur les mecs qui dans la tête visaient, je sais pas quoi, non, j'ai aucune explication sur ce contre-la-montre parce que... Contador a quand même mis 2 minutes 30 sur la roue. Bon, c'était prévisible qu'il... Non, ça c'était prévisible, c'est prévisible. Non mais, Je pensais pas qu'il allait lui mettre 2 minutes 30 quand même. Féliné, Par contre, qui finit, qu'est-ce personne qu'il fout n'avait là vu Kruijswijk 5ème et Krangaard 6ème non plus. Hein. voilà. C'est n'importe Ah, quoi. ce Amador classement. aussi qui avait bien géré ce chrono. Il fait que 15e à Manor du chrono, mais il fait 15e, mais il remonte à la 2e ou 3e place du général sur le coup. Voilà, Donc, c'est c'était pour ça que je dis hallucinant. Voilà. Mais sur le papier, Almador faisait pas un grand montre. On parle déjà des mecs pour le général, là. Donc, on était à Féliné. Ouais, bah, on dérive. Voilà, ouais, c'est ça, on dérive. Féliné, donc voilà, on a fait à peu près le tour sur les punchers. Le dernier qu'on a pas cité, c'est Slakter, qui a tout simplement été invisible, hein. Ouais. Si, à un moment, il a fait une échappée. Ouais, d'accord, Ouais, super. ouais. Bon, voilà. Donc Slakter, il a gagné 2 étapes sur Oui, un non, tour. par contre, c'était une belle échappée, c'est vrai. 2 étapes sur le Tour Down Under, il a fait une place sur une Ardennaise, et depuis, voilà, on l'attend sur faire autre chose un petit peu. Faut qu'il perce, quoi. Bon, faut lui laisser le temps, il a encore... Oui, Ah, oui. non, Et il est pas non, si jeune non, que il ça. est pas si... Ouais, Il a 27. 27 ou 28, ouais, un truc Voilà. comme ça. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Disons qu'il progresse 25. il, 25 ans. il progressait régulièrement, et à voir maintenant s'il va passer à un nouveau palier et faire un petit peu mieux que juste, je crois qu'il a fait une placette sur l'Amstel ou sur la Flèche sur, non pas cette année, mais l'année dernière. Donc, à voir s'il arrive Alors, je suis devant ces statistiques. Il me L'an semble- dernier, il avait fait 5ème de la Flèche et 6ème de Liège, et cette année 9ème de la Flèche. Voilà. Ah, Donc il a c'est fait, quand même moins bien que l'an dernier. l'an dernier, il a quand même fait une bonne petite campagne, quoi. Ouais. Pour un mec Oui, qui oui. performait pour la première fois sur les Ardennaises. Ça, et il y avait le Tour de Under, oui, il était Bon, pas il était tout simplement moins fort cette année, quoi. Oui. On va pas épiloguer sur Slakter, je suis pas sûr qu'il mérite autant d'attention, sur le coup. Donc, on a fait le tour. Sprinter, puncher et baroudeur, c'est fait. On passe au nerf de la guerre. C'est le les- moment de tourner une page de pub, les gars. À C'est tout à l'heure. ça. Ah, c'est pas ça. N'importe Bonnes quoi. vacances. Voilà, notre partenaire BetClick. Tu sais. on va toucher un peu de thunes, les galets. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on les a pas prévenus, on espère qu'ils vont nous donner un peu. C'est ça, mais pas tout simplement, je pars de BetClick parce qu'on va parler des pronos. Avant d'aborder les mecs qui ont fait le général, on va faire un petit bilan sur les pronos. Alors, je tiens à dire qu'on a tous été des buses. Parce que, Kenan. Est-ce Voilà. que cette partie est nécessaire? oui, on est obligé d'en parler parce que les mecs vont nous le dire. Fait, et les mecs sur le forum vont réagir, vont dire ouais, vous avez oublié de parler des pronos parce que vous étiez trop mauvais. Et effectivement, on était très très mauvais. Et au niveau des pronostics, on a tous été des bus parce que quand même, donc Kenan, Alexis et moi-même, nous avons cité 9 coureurs au lieu de 10. Hein. Il y a que Cyril qui s'est compté jusqu'à 10. C'est donc voilà. N'empêche qu'on avait Oui, comment dire, le plus important, on avait Contador. on avait le vainqueur. Voilà. Ça- On avait un roue sur le On podium. avait le vainqueur.
Moi j'ai le vainqueur moral. Hein. Oui. Oran, il a montré qu'il... Oran est le vainqueur moral. Oui, donc voilà. Alors si on revient sur en détail, il me semble que Kenan avait quand même, c'est le seul qui avait annoncé Crushvac dans les 10. Et bam, prenez ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, t'avais mis Zakarine aussi. Hein. Atapuma, etc. Oui, enfin, Ouais, j'étais le seul à Atapuma. avoir dit que Porty ferait pas top 10. Aussi. Ah oui. Pas faux. Bon, voilà. Sur le coup, il compense le fait qu'il avait mis Oran en leader. Enfin, en vainqueur. T'as Puma quand même dans le top 10. Enfin, Oui, en même temps, c'est parce qu'on n'avait pas pensé à Caruso. Et ça, Nico avait bien fait de nous le remarquer. Exactement. On va en parler quand on sera sur lui. Pour l'instant, on va faire tout simplement de la 10e à la première place du général. Le top 10 donc. 10e, Yuri Trofimov. Non, pas l'intrus, mais quand même un mec un peu surprenant qui notamment était 5e à un moment donné du général et terminé 2e étape derrière Lambda sur l'étape 15 ouais, sur la Madonna di Campiglio. Il fait 4e le lendemain sur la Africa. Voilà, et il craque complètement sur les derniers jours, mais Trofimov, qui s'attendait à qu'il arrive à suivre Landa, fait la révélation de ce Giro, et à Roux et Contador sur certaines étapes. Il a pas Personne. craqué complètement non plus. Hein. Il est quand même resté 10e. C'est pas mal. Et il est passé de la Si, 5e il à la a 10e. suivi à un certain moment. Ouais, voilà. Il était Oui. très bien placé, il a craqué. Il était Ouais, 5e, en suivant, comme je l'ai dit, sur l'étape 15 et 16. Vraiment, mais en suivant, il termine 2e et 4e de ses étapes, sur l'étape des arrivées au sommet. Et après, il craque complètement, il est derrière Geniez et tout, il termine aux alentours de la 15e, entre 15 et 20 des dernières étapes de montagne, et c'est là qu'il perd 5 places au général. Ah, malgré ce craquage complet, il fait quand même une sacrée performance. Enfin, à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir dans le top 10 d'un avant tour. Oui, mais c'est une performance qui, à mon avis, est possible grâce au fait qu'il y a eu tellement de leaders qui soient failés sur ce Giro. Il a fait Oui, quand même 13e d'un Giro il y a une ou deux saisons. Enfin, récemment, sa meilleure performance sur un Giro c'était 13e, ce qui fait qu'il était pas si loin du top 10. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais on me disait que non, que Trofimov, voilà, 31 ans. Tu rajoutes des conditions particulières avec des leaders qui chutent de tous les côtés, hop, il peut les gagner ces 3 places et terminer 10e. C'est comme ça qu'on a Perrault au deuxième du tour. Mais je sais que tu vas pas aimer ça. Non, Apéro. mais là, C'est- je vais être honnête, c'est tout à fait vrai, effectivement. Apéro, j'avais jamais terminé sur le podium du tour s'il n'y avait pas eu Contador et Froome qui avaient abandonné. Mais bon. C'est pareil pour Trofimov, hein, si on rajoute les points. Exactement, voilà, il profite Enfin, de la faillite des autres, quoi. Voilà. Mais c'est tant mieux pour lui, Effectivement. Donc voilà, Trofimov 10e, 9e place donc, le chouchou d'Alexis. Il l'avait dit, Geniez, à 15 minutes 51. Les écarts sont monstrueux sur ce Giro, on avait rarement vu ça, quoi. Donc voilà. 15 minutes 50 atteints, c'est autant qu'entre le premier et le 15e en 2013. Enfin, Ouais. c'est même plus qu'entre le premier et le 15e en 2013. Tu es donc, non, j'adore, tu es préposé aux statistiques maintenant, Kenan. Tu les gères D'accord, parfaitement. parfait. Voilà, tu nous délivres des statistiques maintenant. Donc voilà, Geniez, 9e du général, et lui, contrairement à Trofimov qui a été un peu irrégulier, énorme puis craqué, lui très régulier du début jusqu'à la fin. Il a fait qu'un seul top 10 sur Mais sur l'étape 15, mais toujours en effet présent. Mm. Voilà, mais Geniez, Alexis, je t'attends sur Geniez parce que tu l'avais annoncé. Vas-y, savoure ton moment de gloire. Vas-y, Le massacre-le. problème, c'est que je l'avais annoncé pour des victoires d'étape. Ça, c'est pas bien passé comme prévu, mais il fait une 9e générale, ça c'est bien. Et T'avais vous annoncé- m'avez pas cru, mais bon. T'avais annoncé top 15. Voilà. Ouais. Voilà. Plus Après- des victoires. Et ça s'est raté. Ouais, fait plus de victoires, hein, il fallait pas non plus trop en demander, mais bon. Ah, Et, une équipe sur la Vuelta, c'était pas... Et surtout, il termine je 9ème avec, franchement, une équipe. Il y a que Elisson qui l'a aidé sur la dernière semaine, sur la fin du Giro. Il a terminé pas trop mal le Giro, Elisson, mais sinon il était aux fraises lui aussi. Donc il était vraiment tout Je seul. l'ai vu une fois, moi. J'ai vu une fois aider Génier, et après j'ai vu Génier tout seul tout le long du Giro. Voilà, sur une des dernières étapes, je crois que c'est sur une victoire de, Bon, une des deux Comme je victoires voyais de que la la fin, c'était le moment le plus important pour lui, il était toujours tout seul. Hein. Ouais. Mais en fait, il a profité énormément du travail des Movistar en fait, parce qu'il était à chaque fois dans le même groupe qu'Amador quasiment. Et Amador avait une équipe assez grosse autour de lui, du coup, il grattait la roue d'Amador et se retrouvait à chaque fois avec un ou deux Movistar devant lui pour rouler. Du coup, il était un peu peinard, Geniez, hein, et il a bien joué le coup. Hein. Oui, oui, bah oui. En même temps, Quitte à choisir les équipiers des autres, il fallait choisir Astana, mais bon, après ça c'est... ouais, je suis pas sûr qu'il avait la possibilité de suivre les Mediastana. Et puis Ah, Geniez, ouais. c'est pas un leader, en aucun cas Geniez doit se ramener sur le Giro avec une équipe de ouf. Hein. En aucun cas il a, Non, il a le statut qui lui permet de se ramener sur le Giro avec une Dream Team autour de lui. Quoi. C'est le mec qui va typiquement squatter les roues. Déjà Dream Team, bon, c'est FDJ à la base, hein, donc c'est dur de trouver. Oui, effectivement, ouais. Et ils sont tous, bon, tous les grimpeurs, ils sont là pour Pinot.
Ils vont pas se cramer sur le Giro pour aider Geniez. Là, il avait Elisonde et il avait le cyclocrossman Mouret. Voilà, c'était les deux mecs qui pouvaient l'aider en montagne. Si Mouret est pas mauvais en montagne non plus. Oui, ben Mouret, oui. Il fait dans les 15 premiers d'un Giro l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. 2014. Ou 15, ou 13, pardon. Alors, il y a 2 ans, c'était 2013. Voilà, ouais, non mais... Mais en 2015. Ouais. Même qui fait 20e. Et pourtant, j'ai fait L, c'est vous dire. Donc voilà, donc Geniez 9ème, magnifique performance. Finalement, c'est un peu lui qui porte l'étendard des Français, parce que Chavanel, on l'a pas vu. Chavanel, Giro, il était pas mauvais. bah il a fait 2 échappées, voilà, au bout d'un moment, Ouais, voilà. Deuxième et je sais pas combien, mais au départ, il était là. Mais après, bon, on l'a pas vu non plus. Oui, mais au départ, ils étaient tous là, ils étaient 180 au départ, ou 190, hein. Non, mais tu m'as compris. Il était là, à l'avant, il essayait, il attaquait, il a fini deuxième au bout de 2 ou 3 jours, enfin... Non, un peu plus C'était loin, je possible. crois. Sur l'étape de Polan, il était dans l'échappée, mais il a pas pu suivre, je crois qu'il termine en effet, 3ème, je crois, il termine juste devant les favoris qui sprintent et qui le rattrapent sur la fin, mais il arrive à gratter la place, je crois, quand même. Bah, c'est ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, Reza, on en a parlé, 2 top 10, hein. Moi, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que c'est décevant. Mais il était tout seul, et mal placé. Il avait Fischer, mais il était très mal placé, effectivement, Fischer, enfin, même l'année dernière, pour Boigny, il était dans la roue de Boigny pour éviter qu'on prenne la roue. C'était Chavanel qui faisait tout le boulot. Sans vouloir être méchant avec Fischer, hein, mais c'est Tu pas manques avec de Fischer respect. que Reza allait gagner l'étape, tu vois. Ouais. Tout ça pour dire que Geniez, c'est un petit peu le mec qui a porté les espoirs français, sur lesquels on pouvait un peu Je suis s'exciter, très quoi. content de sa place. Ah ouais, non. Sachant que toi, Théo, tu disais que les Français allaient rien faire. Voilà. On a quand même Ouais, un 9e non, du général. Effectivement. Et puis on a également un Moinard. On va aborder ça avec Caruso, qui est juste derrière, qui est 8ème. On va pouvoir enchaîner parfaitement. Putain, mais cette transition de ouf. Damiano Caruso, donc le mec qu'on avait oublié de citer, qui C'est fait ça. 8ème à 12 minutes 08, 9ème de la Vuelta en 2014. Donc effectivement, c'était un potentiel top 10 pour lui. Et donc il a été, comme Geniez, très régulier, avec un seul top 10 d'étape, lui aussi. Et qui a été aidé par une très bonne équipe, parce que j'avais dit que Geniez a squatté les Movistar, mais il a également squatté les BMC, puisqu'on a Atapuma qui termine 16ème du général, et donc Moinard, l'autre français à briller au général, qui fait 15ème. Donc voilà, Moinard, Bonne équipe BMC, quand même. ouais, très régulière, fait bonne, comment on dit, je sais même plus, Bon transfert. homogène, voilà, je cherchais le mot. Elle est homogène, cette équipe BMC, elle s'est montrée, elle a montré qu'au général, elle place 3 mecs dans les 16 premiers, c'est pas mal du tout. Ça, et 2 victoires de Gilbert, donc... En plus, ouais. Non, si, franchement, c'est un bon Giro pour eux. Voilà, bah, Mhm. Kenan, Donc, tu on t'es avait quand même- tu t'es juste gouré de BMC, Kenan. T'avais annoncé Atapuma dans les 10, fallait dire Caruso. T'étais pas loin. Écoute, Atapuma fait quoi? 16e? Ouais, 16ème, il est Ouais, pas c'est 16e, bah pas voilà, mauvais. c'est bien. Mhm. Bon, il est battu par Moinard, mais 16e. Mais Moinard est pas mauvais non plus. Il a toujours été un très bon équipier, quand même. Non, mais il s'appelle Moinard. Donc à partir de là, tu peux pas... Enfin, il n'y a pas de crédibilité là-dedans. Ouais, ouais. Un mec qui a terminé quand même dans les 15 premiers du tour, aussi. Moinard. Ouais, Oui, il y a 7 ans. Voilà, à cause d'une échappée, hein. Je rappelle quand même, faut pas déconner. Il a pris Ouais. plusieurs minutes sur une échappée quand même. Après, il a été régulier. Oui, bah, Porte a fait pareil, on ne l'a pas décrédibilisé pour autant. Ouais, Porte, il a pas fait un top 15, il a fait un top 10, il a terminé 7ème. Eh, C'était sur une son échappée quand premier même. Giro. Et c'était son premier Giro. Sur une échappée quand même. Certes, je vais pas remettre Et la une question échappée Porte. dans laquelle il y avait 50 coureurs, dont pas mal de candidats au général, donc c'est pas vraiment une échappée, c'est un peloton Et scindé en puis, deux. depuis cette 16ème passe, Porte a gagné quelques courses quand même, hein. Grosso modo. Alors Mais que Moinard Moinard, est un équipier modèle. Ouais, bah, voilà. oui, mais pour qui? Parce que même les leaders de Moinard, ils ont pas gagné par Inis. Bah, à l'époque, Ah, il était quand même équipier de Evans. voilà. Et pendant Cherchez son nom. pendant de longues saisons, tu lui en as parlé il y a 10 minutes, tu cherchais son nom, là. Et Van Garderen, qui a fait 5e d'un tour, maillot blanc, tout ça, voilà. Voilà, Moinard a toujours, ouais, c'est typiquement l'équipier, qui de temps en temps arrive à faire une place sur un grand tour, enfin, dans les 20 premiers, quand il s'arrache un petit peu, quoi. Oui, oui. En l'occurrence, il s'arrache. Là, il l'a dit d'ailleurs, hein, aux arrivées, quand il se faisait interviewer, que là, bah, il était 15e général, ouais, on va défendre un petit peu, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça fait joli sur le CV. Surtout que je sais pas il est en fin de contrat ou pas. Ouais. 15e d'un Giro, ça fait toujours bien sur le CV, quoi. Comme je dis, ça fait Équipier toujours, modèle, voilà, ça montre que t'es capable de suivre quand même en montagne, donc que t'es potentiellement un bon équipier pour ce genre de course. Donc voilà pour Caruso, 8e du général, on passe au 7e, et là, je vais donner la parole à Alexis. Parce que le 7e, c'est Steven Kruijswijk, donc Kruijswijk, on va le dire correctement, à 10 minutes et 53 secondes. c'est pas mal. Voilà, Kruijswijk, quel est ton bilan,
Vas-y, lâche-toi. La renaissance. Honnêtement, je l'attendais. Même moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Voilà. Déjà, quand je l'ai vu attaquer, j'ai cru qu'il allait gagner sur l'autre étape, là, mais il a craqué sur la fin. Dommage, parce que je pensais vraiment qu'il était capable de gagner. Puis bon, quand j'ai vu sa magnifique remontée au général, sa place au chrono, je me suis dit qu'il y avait moyen. Et franchement, ça me fait super plaisir de voir que la Lotto peut faire quelque chose sans Mollema, Boom et Boss, parce qu'ils sont quand même fait sacrément avoir au niveau des transferts cette année. Mais si Kruijswijk est là, ça peut être bien. Si Kruijswijk qui performe, tout est possible maintenant. Nous vivons dans un monde, Voilà. tout est possible. Et Kruijswijk Futur vainqueur du tour. qui se rate C'est vrai. complètement sur la première semaine, notamment l'étape 3, il est complètement largué, il termine à 10 Oui, il y a minutes. ça en plus. Hein, il Voilà, part on s'est dit de suite, bon, bah, c'est mort, lui, il est cramé pour le général. Et finalement, il va faire une dernière semaine complètement folle. Il fait Mais que sans ça. des top 5. Alors, il s'était tellement raté sur la première semaine que d'ailleurs, il termine deuxième de l'étape 9 en échappée. Donc du coup, il reprend un petit peu de temps sur ses échappées, parce qu'il en a tenté 2 ou 3 comme ça. Et surtout, la dernière semaine, statistique qui montre qu'il a quand même été ultra costaud, sur toutes les étapes de montagne et le contre-la-montre, donc de la 14e à la 20e étape, il était pas termine loin de Contador. toujours dans les 5 premiers, que des top 5. Ouais, il est pas loin de Contador surtout. Ah mais il a été assez énorme sur la dernière semaine, voilà. Et malheureusement, il est Bah, pareil. il avait pas perdu de temps. Ah ben c'est clair qu'Enet qu'il était dans le top 5 et qu'il jouait, il faisait chier les Astana pour le podium. Ouais, je pense que rien que sur la première étape, alors je n'ai plus le souvenir de combien il perd exactement de minutes, mais c'est déjà l'addition était assez lourde. Il prend déjà plusieurs minutes dans la vue. Là il termine à 11 minutes quasiment. C'était pas le seul. Oui, c'était pas le seul également. Il y a Ejdal qui a fait pareil, qui a fait une grosse remontée, on en reparle dans deux coureurs. Mais voilà, c'est vraiment Kruijswijk, voilà, retour du diable au vert, comme on dit en 1852. Donc voilà. Et malheureusement, il est pas du tout récompensé parce qu'il gagne pas d'étape. Et la deuxième chose qu'il pouvait viser, c'était le maillot de meilleur grimpeur. Il se le fait chipper par Visconti. Hein, voilà, donc il est vraiment. Et d'un autre côté, valait mieux laisser partir le maillot et finir au top 5 de chaque étape, rester avec les meilleurs et conserver sa place au général, que de risquer de perdre une ou deux places et d'avoir juste un maillot bleu que de toute façon tout le monde s'en fout. Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord, c'est une énorme performance sur lui. Mais je dis qu'il est pas récompensé parce qu'il a quand même beaucoup tenté. Il a été à l'offensive et tout. Il était franchement, il a animé la course en dernière semaine. C'est vraiment un de ceux qui a vraiment fait que ce Giro était vraiment super bien en dernière semaine. Malgré le fait que Contador était largement devant et qu'il y avait plusieurs minutes d'avance, il a quand même animé le Giro. Il a fait qu'on s'est pas ennuyé sur la dernière semaine dans le test avec toutes ces étapes de montagne. Mais il va peut-être récompenser d'une autre façon, parce que comme on le disait lors de la présentation, ça faisait quelques années qu'il n'avait pas été leader. Et là, comme à l'auto, il y a plus grand monde, si ce n'est Kelderman, bah, lui et Gesink, s'il peut encore faire quelque chose, eh bah, il reste trois leaders, 3 grands tours, il peut peut-être avoir sa place attitrée maintenant. Ah bah c'est clair et net que l'année prochaine, il est automatiquement un nouveau leader sur un grand tour. Hein. Et ça c'est bien ça dépend des transferts aussi. Ah oui, il faut voir les transferts bien sûr, mais logiquement. Si les mecs se mettent à recruter Contador et Nibali, bien sûr. Tu y crois à ça? Non mais. Ouais, totalement. Mais disons qu'en fait, il a regagné sa place de leader là. Là, il y a. Voilà, c'est ça. Donc alors, je pense qu'il va avoir une récompense. Est-ce qu'il va nous refaire comme en 2009? C'est-à-dire que là, il va falloir encore attendre 5 ans avant de le revoir dans le top, sur un top 10. Hein et il a pas bu la fontaine de Jouvence, ça faut mieux qu'il se magne. Non, parce que là, effectivement, là, il est pas si vieux que ça, lui, hein. Ah, il est... Ouais, mais 5 ans plus 5 ans plus 5 ans, 27, je crois. 26. S'il performe tous les 5 ans, il est pas prêt, hein. C'était 2011, non, c'est pas 2000, c'est 2011. Si, c'était 2011. Ouais, oui, tous les cas. C'est l'année où Gadret fait 3ème, Effectivement, c'est l'année où il fait 3ème, ouais. Mais il est quand même pas plus si jeune, hein. Il a plus de 25 ans et je crois qu'il a 26 ou 27 maintenant. Un truc comme ça, oui. Voilà, s'il nous fait une performance, la maturité aussi. S'il nous fait une performance tous les 4 ans comme il a l'habitude, on le revoit que quand il a 31 ans, ce sera sa dernière fois, hein. Et il gagnera le tour. Alors ça, on l'encadre, cette citation. Hop. Kenan, 5 juin 2015, Kruijswijk gagnera le tour. On la ressortira si jamais ça arrive. Si ça arrive pas, on la ressortira aussi pour se foutre de ta gueule. Et après, il aura le syndrome. Ce qui est con, c'est que maintenant que t'as donné la date du jour, on est obligé de mettre ça sur le forum aujourd'hui. Mais justement, nous enregistrons à 17h15 le 5 juin 2015. Et ce podcast arrivera ce soir vers 20h. Vous savez tout. Comme ça, ou demain vers 14h. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais les gens se branlent complètement de ces discussions là sur l'horaire à laquelle on va uploader le truc. Hein, mais bon, sachant qu'en fait ils vont l'écouter en direct, donc en fait ce sera déjà fait, ça n'a aucun sens. On passe donc au 6ème, c'est Léopold Koning qui termine à 10 minutes 41. Donc qui a repris le flambeau de la Sky après la faillite de Porte. Heureusement. Et voilà, mais qui a vraiment fait le taf, hein,
pour pas que les Sky rentrent la queue entre les jambes en Angleterre. Et donc qui lui aussi, comme Caruso, comme Geniez, s'est montré très régulier, mais un petit peu un ton dessus, hein, parce qu'il termine 6ème et pas 8 ou 9ème. Il fait 4 top 10, mais à chaque fois entre, je crois que sa meilleure place c'est 8 ou 9ème, donc c'est limite top 10, mais à chaque fois très régulier. Donc ben voilà, 6ème, il fait le job. Heureusement. Parce que Et sinon, c'est le nouveau numéro 2 de Sky à ce rythme-là. Bah, j'ai envie de dire qu'en effet, ouais. Parce que là, Encore Porte, ça va être juste pour les courses d'une semaine, parce que il y a certains événements qui font que peut-être le moral était plus là, le fait qu'il avait un début de saison. C'est exactement ça que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait les conditions de la faillite de Porte font que quand même, c'est pas comme s'il avait craqué sur le vélo, il a craqué à cause d'événements un peu extérieurs, mais du coup. Est-ce qu'il est capable de tenir les 3 semaines? Ah bah, on ne le semblerait pas quand même. On ne le sait toujours pas, mais on ne peut pas avoir de réponse, puisque là il s'est fait éliminer à cause de problèmes mécaniques. Oui, mais ouais, il a pas le mental chute. non plus, il a craqué mentalement très vite. Je pense que tout le monde craque mentalement quand tu te retrouves à 8 minutes et que tu visais la gagne au départ du Giro, quoi. Bah non, tu regardes par exemple un Kruijswijk qui venait pour le général et qui a été très vite lâché. Non mais il a Kruijswijk, continué et... il ne visait pas la gagne, Kruijswijk, il visait Non, il visait le général et dès les premières étapes, il se prend un éclat. Oui, Pareil pour regarde, Zakharine qui vient quand même avec, j'imagine, un bon objectif au général et qui a su recentrer sur les échappées. Mais Kruijswijk, il visait le top 10. Oui, mais c'est quand même des coureurs qui ont réussi à changer leurs objectifs ils ont quand réussi. ils ont vu que les leurs à la base étaient pas les bons. Il a réussi à l'avoir quand j'avais fini son objectif, mais Porte, il visait la victoire finale. Se retrouver à 10 minutes, il savait qu'il était déjà en dehors de la victoire finale. Il savait qu'il pouvait pas atteindre son objectif. Alors que Kruijswijk, même s'il a perdu du temps, quand il a vu qu'il y avait plein de gens qui chutaient, il a vu quand même que le top 10 n'était pas si loin que ça, et finalement il y arrivait, il fait 7ème. Alors que Porte, il savait d'ores et déjà que, même malgré toutes les conditions what the fuck qui pouvaient se passer, toutes les chutes qu'il pouvait y avoir, la victoire c'était foutu, parce qu'il allait pas l'avoir 8 mecs qui allaient qui allaient se cramer devant lui. Alors, ça fait 3 fois que je cite l'exemple et que vous m'écoutez pas, bande de rigolos. C'est Uran. Uran aussi, il a perdu un temps considérable la première semaine, et c'est pas pour autant qu'il a perdu le moral et qu'il a abandonné. Il est quand même reparti, puis il fait une très bonne place. Et encore, Uran... Tu fais une très bonne place, mec. Le mec, il se fout de ma gueule, là, quoi. Uran, c'est quand même le type qui a fait 2ème les 2 dernières années, donc, à partir du moment où il se retrouve 20ème, non, il a jamais été 20ème, il a toujours été assez proche, mais il savait qu'il ferait pas aussi bien. Alors que Porte, malgré tout, tu regardes ses scores sur les grands tours, il a jamais fait de top 10, à part l'année où il fait 7ème avec l'échappée. Voilà. Oui, mais on a déjà eu cette discussion. Il a aucune référence sur les grands tours, et pourtant, il prend les autres de haut en disant que s'il joue pas la gagne, il va pas aller au bout. En dehors de sa 7ème place, il a été que 2 fois leader sur un grand tour. Sur un Giro où il avait été leader par défaut parce que Henao avait été suspendu par son équipe suite à un problème avec son passeport biologique, du coup il est arrivé sur le Giro un peu à la ouais c'est moi, salut les gars, et du coup il était pas en forme, du coup c'est pour ça qu'il avait pas pu suivre parce qu'il était pas programmé sur le Giro au départ. Et la deuxième fois où il a été leader, c'était cette année où, comme je le redis, c'est des problèmes mécaniques qui ont fait qu'il a été éloigné de la victoire finale, et donc en fait on peut pas encore dire qu'il est pas bon sur 3 semaines. On peut clairement dire qu'il c'est pas un bon sur 3 semaines. En fait, on a aucune réponse. C'est toujours l'inconnu sur 3 semaines Porte, malgré que le fait que le mec est bien. Oui et non, parce que, même en tant qu'équipier, à chaque fois, il y a un moment donné où il craque. Bon, ok, il bosse carrément plus. Bah oui, en tant qu'équipier, c'est scientifique qui craque au bout d'un moment, à rouler 3 fois dans la journée. Hein. Mais il semble bien que ce soit sur le tour, il y avait un moment où Froome s'était retrouvé scellé plusieurs fois, parce que Porte tient pas. C'est ce qu'on appelle seulement 2. C'est ce qu'on appelle un déjà vu, un déjà entendu, parce que t'as sorti la même sur le premier podcast. Exactement, mais c'est vrai que je me repose la même question. Non mais moi je dis juste que Porte, on n'a pas de réponse. Je sais pas s'il est bon sur 3 semaines ou pas. Il a clairement, ce Giro ne parle pas en sa faveur. Voilà. Heureusement que Koenig était là. Ça, oui. Et pour moi, en fait, Koenig vient de se replacer à la même hauteur que Porte concernant les courses de 3 semaines. Il y a Froome au-dessus, et ensuite t'as Porte et Koenig. Et là, Koenig, franchement, il a marqué des gros points. Parce que je pense qu'il est au-dessus de Porte même. Ouais, il prend l'ascendant, là, c'est bon. C'est quand même 3 grands tours et 3 top 10, Koenig, Ouais, c'est sûr. Et surtout. Il y a aucune erreur sur les grands tours. À chaque fois, il est présent. Il était aligné, là, sur le Giro pour aider Porte. Est-ce qu'il était programmé, il est programmé sur quoi ensuite? Est-ce qu'il fait la Volta, Koenig, en tant que leader? Je pense. Je sais pas. Il y a pas Henao qui veut. Henao, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le facteur Henao aussi. Est-ce qu'ils vont refaire confiance à Henao, sachant qu'il il fait une bonne saison. Oui, mais sachant qu'il se fait larguer Henao par Alaphilippe sur le Tour de Californie quand même, en montagne. Oui, et sachant qu'Alaphilippe est peut-être le meilleur coureur de sa génération d'après ce qu'on a pu voir. Oui, non mais Alaphilippe, ouais bref. On divague, mais tout ça pour dire que Henao, même s'il fait une
bonne saison. Enfin, il a fait quoi cette année? Deuxième du Tour de Pays Basque, 7ème de la Flèche et 7ème de Liège. Voilà, mais sur des parcours vallonnés, en montagne, il a rien prouvé pour l'instant, Henao. Et moi, je l'ai toujours dit, il a jamais mais rien la prouvé. Vuelta c'est vallonné. Hein. Il a fait en effet top 10 d'un Giro, je crois qu'il fait 7ème il y a 2012 d'un Giro, il me semble. Ouais, 2012 c'est ça, Henao. Ouais, c'est ça. Et depuis, on l'a plus revu en haute montagne. Donc pour moi, Koenig, il est Au-dessus. avec Porte au-dessus de Henao. Après, Au-dessus de Porte même. politique, fait au niveau de politiquement, on peut, fait pour moi c'est au niveau intrinsèque cycliste. Après, Henao, politiquement, peut-être que comme c'est un des leaders d'équipe, un mec qui a un gros contrat, peut-être qu'il va, je m'étouffe à moitié, peut-être qu'il va être aidé sur la Volta. Prends une pause. Quelqu'un prend le relais, vas-y. Non, je refuse, mais tant mieux. Ah Mais tout ça Koenig pour dire- aura au moins Vas-y. sa chance l'an prochain. Non, mais on sait plus là en fait. Non, c'est bon. Vas-y. Donc voilà, tout ça pour dire que Koenig a bien pris le relais. Là c'est difficile d'enchaîner, je me suis étouffé tout seul là. Mais bon bref, Déjà qu'on a perdu Cyril. c'est ça. Il C'est moi, passe c'est pas l'alcool qui m'a tué moi. Voilà, coma éthylique. Cinquième place donc, celui, chouchou je pense de beaucoup de gens, c'est Echdal. À 9 minutes 52, hein, encore les écarts monstrueux. Gédal a été génial sur ce Giro. Alias le bûcheron, hein, sans déconner. C'est hallucinant ce mec. Alors, un peu le même parcours que Kruijswijk, une première semaine assez pourrave, où on voit qu'il craque à chaque fois, et il nous fait une dernière semaine, mais encore une fois. De folie. Kruijswijk et Echdal, leur pic de forme était pour la troisième semaine. C'est les mecs qui se sont pas gourés. Hein. C'est les mecs qui se sont préparés en fonction du parcours du Giro. On avait dit que c'était la dernière semaine où tout se jouait. Finalement, c'était pas non. tellement le cas que ça, parce qu'il y a eu, à cause d'Astana, il y a eu la première semaine qui a compté. Mais la dernière semaine, Echdal et Kruijswijk étaient clairement monstrueux. Et Echdal, voilà quoi. C'est la beauté. Il est très moche. Il est très moche sur son vélo. Il bouge dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est plaisant à voir, un mec qui s'arrache comme ça et qui attaque tout le temps, même s'il est complètement cramé. Ah bon, franchement, il m'a fait plaisir. Il m'a donné des frissons quand je le regardais. Et franchement, le voir revenir à une 5e place après un autre Giro désastreux après sa victoire, c'est bien. Ouais, il a gagné le Giro, il a abandonné l'année suivante et après il fait 9ème. Donc moi je le voyais cramer, hein, Echdal. Et puis là, il revient. C'est son meilleur grand tour depuis sa victoire. Ouais. Clairement, ouais. Et bon, à mon avis aussi, le Giro, c'est le seul grand tour sur lequel il va pouvoir performer. Parce que sur le tour, je le vois mal. Sur le tour, je pense qu'il a plus le niveau pour vraiment se mettre au niveau de l'élite. Ouais. Mais est-ce qu'il a il y aura trop de concurrence sur Voilà, s'il va sur le tour, il va jouer le top 10. Voilà. Même pas, je pense pas. Oui, il sera difficilement dans le top 10. Il peut être dans le top 10, mais puisqu'il a montré sur le Giro, il montre qu'il peut être au niveau grimpe dans le top 10, mais pas beaucoup plus. Même pas plus, j'ai envie de dire. Alors que s'il joue sur un Giro ou une Volta, effectivement, il peut jouer. Voilà, c'est ça que je voulais quoi. dire. Merci. La Volta, non, je pense pas. Pourquoi pas. C'est un bon Parce puncher. qu'il est canadien et que le climat correspond pas du tout aux Canadiens. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux qu'en effet, la Volta, on a des fois des canicules qui font qu'il y a certaines nationalités qui marchent pas trop, quoi. Ouais, mais il va avoir 35 ans. Là. Il va avoir 35 ans quand tu te prends du 40 degrés dans la gueule et qu'en plus t'es canadien. C'est dur. Et Ursule pourra affirmer qu'il fait moins chaud au Canada qu'en Espagne. Non mais cet argument que je valide, il est valable. Il se fout de ta gueule, là, Alexis, mais... Il est valable. C'est comme si je moi, si, il est valable. C'est la pluie, quoi. C'est comme si vous n'avez pas remarqué, mais les Colombiens, ces dernières années sur le Giro, ne brillent pas quand la météo est dégueulasse. J'ai remarqué ça. Alors que dès qu'il y a un Giro... Non, il a pas gagné une non mais 3 minutes sous la pluie. Non mais Quintana, c'est pas pareil. Quintana, c'est vraiment l'élite. Mais les petits... Quintana, il a pas gagné le Tirreno sous la neige. Mais non. Je peux finir. Je parle des petits Colombiens, des mecs des équipes colombiennes, genre Colombia. Il y a Duarte qui s'est montré sur une étape, mais moi j'attendais beaucoup plus d'eux, et je pense qu'ils se sont chiés sur le Giro l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que les météos étaient un peu dégueulasses, du coup ça correspondait pas vraiment aux coureurs. Des mecs comme Ruggiano, qui se révélaient sur le Giro, c'était sur des éditions où il faisait beau. Hein, c'est de plus en plus rare maintenant avec c'est mignon aussi, mais à la Colombia, le plus fort c'est Duque. Alors c'est Duarte. Figure-toi que Duarte, quand il veut, Duarte il peut être très très bon en montagne. Il veut pas beaucoup, c'est ça le problème. Ah ouais, non, mais après voilà quoi, c'est un Colombien. C'est le Moncoutier colombien. Hein. Le Bétancourt colombien. Ça veut rien dire parce que Oui, Bétancourt est colombien, mais voilà, c'est le frère jumeau de. Colombien. T'as l'air bien, toi. Ouais, non mais je suis à fond. J'ai failli m'étouffer il y a Alcool 2 aussi minutes. fait Il y a des 2 minutes, j'ai failli décéder il y a 2 minutes là. Je me rattrape comme je peux. Oui.
Donc voilà, Ejdal, voilà, il a embelli vraiment la dernière semaine, il a attaqué de tous les côtés avec Rochevijk et avec les Astana. Donc C'était vraiment- une belle troisième semaine quand même. Ah oui, non mais voilà. Malgré le fait que le suspense n'était plus tellement là, malgré tout ce qu'on pouvait Sauf dire. sur la dernière étape, on s'est fait une petite frayeur quand même. Voilà, on s'est fait une frayeur parce que on en reparlera. On va en reparler quand on abordera Monsieur Ouais, Sieur ouais. Contador. Donc voilà, Ejdal 5ème, 4ème place, Amador, sans doute la plus grosse surprise de ce Giro, avec Landa, sur lequel on va revenir. Mais Moi, j'ai pas Amador, c'est vraiment le mec. Déjà, je pense pas qu'il était considéré comme leader de son équipe. Il termine à 8 minutes quand même. Bon, il a fait un gros éclat comme tous les mecs qui sont au-delà de la 3ème place. Et après la faillite d'Inchosti, parce que je maintiens, pour moi c'était Inchosti le leader. C'est mon avis personnel, hein, mais bon. Voilà. Ouais, enfin, quand on a vu une Chelsea attaquer dès la première semaine, c'est Non. ça, il a attaqué, je crois. Mais oui, parce qu'il était largué au généraliste, et chez dès la 3ème étape, il était déjà largué. Mais, de toute façon, même dans la start list dès la fois dernière, t'avais dit une Chelsea vainqueur, mais avec Kanan, on se demandait un peu, parce qu'à Movistar, ils étaient tous sur le même niveau, ils étaient tous alignés. J'aimerais bien que tu me ressortes quand j'ai dit que Inchosti était vainqueur. J'ai dit Inchosti top 10, hein, t'arraches pas. Excuse-moi. Vainqueur du top 10. Ah oui, aussi, ouais. Non mais voilà. Pour moi, c'était lui le leader. C'était lui qui avait le plus de bouteilles. Il avait déjà fait un top 10 sur le Giro, pas l'an passé, mais il y a 2 ans. Donc, il avait fait 8ème. Pour moi, je le voyais vraiment comme leader. Et j'avais dit que derrière, c'était Amador qui avait le plus de bouteilles et que derrière, il avait pas mal d'équipiers. Mais en fait, c'est Amador qui s'est retrouvé. Alors par contre, chose à préciser, c'est que Amador était électron libre dans son équipe depuis le départ. C'est-à-dire que lui, même sur l'étape 3 où en fait Inchosti a craqué, il n'était pas avec Inchosti. Il était vraiment dans les groupes des favoris. Il termine 17ème, je crois. Donc il était pas largué. Du coup, il était considéré comme un potentiel mec qui pouvait jouer le général, puisqu'en tout cas, il attendait pas Inchosti. C'était le au cas où de l'équipe. Voilà, avec Visconti. Voilà. Je retrouvais plus son nom. Ouais, enfin, Visconti au général, voilà. Et on y a cru un moment. Oui, il a Vous étiez seul à y avoir cru, hein, parce que. Mais non, mais moi j'ai pas cru, mais c'est pas un Bon pur bah j'étais seul. c'est pas un pur grimpeur. Mais il a quand même tenu sur les 2 premières arrivées au sommet. Ce qui est quand même pas mal. Oui, mais oui. Il a craqué sur la fin, bien sûr, mais bon, voilà. Donc Amador, très régulier quand même sur les 3 semaines, et surtout, très soutenu par ses équipiers, comme je l'ai dit quand on a abordé Geniez. Geniez, il était toujours dans le 3ème groupe, là, avec Amador, et qui avait toujours un ou 2 équipiers, que ce soit Inchosti, qui c'est qu'on avait, il y avait aussi Herrada, qui était pas mauvais, avec son maillot de champion d'Espagne, il me semble. C'est lui, hein, champion d'Espagne, Herrada, ouais. Je me suis pas trompé, j'ai pas la startlist sous les yeux, du coup je me souviens plus trop. Lequel de Rada? Vas-y, petit test, lequel? Oh, c'est mort, hein. Il y a José, C'était Jesus. Très Voilà. bien. Voilà. Il y avait, voilà, on le voyait souvent avec son maillot de champion d'Espagne. Visconti, quand il s'est fait l'ergo général, lui aussi soutenu Amador. Du coup, Amador était plutôt bien entouré. Et celui qu'on n'a pas vu, en fait, c'est le petit Quintana, là, Deyer. Invisible. Bah, comme souvent. Il a pas été invisible sur le Tour d'Autriche l'année dernière, hein. Oui, Mais enfin, d'ailleurs, tu vas pas comparer le Tour d'Autriche au Attends, Giro. Théo. Je crois que je suis en train de le faire. Mais Herrada, il est plus champion d'Espagne. Hein. Il y avait un autre champion d'Espagne dans l'équipe, alors. Ouais, non, mais je réfléchis, je fais Herrada, c'est vieux, ça. Là, j'ai vérifié, c'est Je sais 2013. plus. Hein. Je sais plus. C'est mais qui le champion d'Espagne là? il était chez Movistar, en tout Je cas. vérifie. Et Tu vas c'est nous trouver Ventoso à tous les coups. Ion Izaguirre. Ah, mais voilà, c'était celui-là aussi, quoi. Ah, bah, du coup, c'est pas Herrada qui était bon, c'était Yon Izagirre, voilà. Voilà, parce que Herrada, bon, enfin voilà, mais bon. Merci Il est d'avoir. bon, Herrada. Non, mais Herrada est pas mauvais, en plus, hein, mais c'est vrai. Oui, mais bon, par rapport à Ion Izaguirre. Bon, du coup, si je résume, c'est Yon Izagirre, Visconti, et Inchosti aussi qui a aidé, qui ont aidé Ouais. Amador. C'est ça. Voilà. Donc Amador, mine de rien, il avait une très très bonne équipe pour un mec qui au départ visait pas grand chose. Et en parlant, 4ème place, c'est bien, ça. ah bah c'est même, c'est plus que ce qu'il espérait, hein, je pense. Oui. Vaut mieux. Il avait fait une fois dans le top 10 du Tirreno Adriatico. C'était sa performance notable sur une course pour le Tour montagneuse. Du coup, Ouais, c'est sur 3 semaines, c'est vraiment la première fois qu'il brille et il le brille bien, quoi. Il mérite bien son augmentation. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est un des types qui a été présent grâce aux conditions de course assez particulières, au fait qu'il ait jamais perdu de temps, Amador, hallucinant. Mis à part sur l'étape de montagne où il a pas réussi à suivre à chaque fois les meilleurs. Et Mais son chrono, il devait pas être mauvais, je pense. chrono, il fait 15ème du chrono. Bah, pour faire un bond jusqu'à la 3ème place ou 2ème place générale. Il fait 15ème. C'est comme je pas te dis. rien. Il sait pas, alors il est pas monstrueux, mais il se rate pas sur le chrono, il se trouve pas. Et en fait, c'est la régularité qui a payé et surtout le fait de jamais se faire piéger, je pense. Donc voilà. Ouais. Mais Amador, vraiment très costaud. Très Une régulier. course en fait. intelligente. Exactement, voilà. Et en parlant de grosses équipes, on a abordé la Movistar, qui avait pas mal de mecs autour d'Amador. Et là, on va parler de l'équipe qui a éclaboussé de sa classe.
malgré qu'ils aient pas gagné. Le Giro. Les Astana, je pense qu'on peut faire un package entre le troisième et le deuxième. Donc troisième Landa, J'allais te le proposer. voilà. Troisième Landa à 3 minutes 5. Deuxième Haru à 1 minute 53. Voilà. Ils ont chacun 2 étapes en poche, hein. Donc en plus de celle de Tiralango, ça fait en tout 5 étapes pour les Astana. Voilà. Très beau Giro. Quel radia. Bah, quasi parfait, hein. Ah bah ouais. Et voilà, il manquait juste la victoire pour Haru, même si c'était difficile avec Contador. Même si on y a cru. On s'est posé quand même des questions avec leur tactique, parce que des fois, Haru était scellé, parce que Landa, il se barrait, il attaquait, enfin, c'était étrange comme tactique quand même, mais Si on devait comparer, être c'était le couple Landa-Haru, on avait eu l'impression que c'était le couple Wiggins-Froome sur le tour, ou le couple Andy Schleck, Frank Schleck sur le tour. Voilà. D'ailleurs, tu reprends l'argument de Beansport, bravo, bien joué. Non mais ils disent pas que des conneries, Beansport. Hein. Non, mais il l'avait dit, celui-là, il l'avait non mais voilà, vous choisissez le couple que vous voulez, vous le comparez à Roulanda, c'est un peu pareil, avec l'équipier qui est un peu meilleur, mais qui est meilleur que le leader finalement. Et donc voilà. Ouais, est-ce qu'il est meilleur qu'Haru? Je sais pas. À un moment donné, il était supérieur, c'est vrai, mais alors, Haru, la troisième semaine, a quand même eu un regain de forme. Précisons des choses sur Haru. Haru qui n'a pas fait le Tour du Trentin parce que il était malade. Pour parler communément, si j'ai employé un terme vulgaire, il avait la chiasse. Hein. Oui, on peut dire ça. On va pas aller dans les... Une énorme, visiblement c'était assez costaud. Du coup, il est arrivé un peu affaibli. Mais il ne l'a pas montré du tout sur la première semaine. Parce que sur la première semaine, il a fait... Pour moi, c'est là qu'il a perdu le Giro. C'est que sur la première semaine, il a voulu montrer à tout le monde, j'ai eu la chiasse, mais vous voyez, j'en ai encore dans le moteur. Oui, la première semaine, c'était une course apparente. Cette expression est ridicule. C'est un mix bizarre là. Mais bon, j'en ai encore dans le moteur. Il a passé la première semaine à faire rouler son équipe et attaquer sur des courses où t'avais un col de troisième catégorie en fin d'étape. J'ai trouvé ça pour finalement pas grand chose. Il creuse de 40 secondes ici, 30 secondes là sur un Vandenbroek ou un Uran qui sont pas au top. Et finalement, d'un autre côté, je le comprends. Parce qu'il était qu'à 4 secondes de Contador. Et c'est vrai que quand t'es juste à 4 secondes, t'as envie de prendre le maillot. Il voulait prendre le maillot, effectivement. Mais peut-être trop impatient. Il l'a eu. Trop impatient, parce que il aurait dû se réserver. Et on a vu qu'en deuxième semaine, il était complètement à la ramasse. Mais je pense qu'il a payé le nombre d'efforts qu'il a dû faire sur la première semaine. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'en chrono, par rapport à Contador, il était bien plus. Bien sûr, il partait déjà avec un avantage sur le chrono. Ça, c'est sûr, c'était certain. Peut-être pour ça qu'il attaquait aussi avant, histoire de prendre un certain coussin, entre guillemets. C'est une question de merde aussi, ça. Une certaine avance, on dit un matelas, sinon, mais... Oui, voilà, c'est mieux, ouais. T'es pas au point niveau literie, toi, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, mais pourquoi attaquer sur des étapes avec ces foutues petites montées ridicules là où tu sais forcément que c'est pas possible parce que c'est des montées que tu montes en injection, forcément tout le monde suit quasiment. Il avait peut-être pensé comme nous. On s'est dit, ouais, tout va se jouer la troisième étape, la première et deuxième, tu te reposes. C'était à peu près ce qu'on avait dit. Et justement, il pensait que du coup, Contador serait moins attentif et que si jamais il faisait rouler l'équipe, il allait sauter parce qu'il était mal placé ou quelque chose comme ça. Effectivement, peut-être qu'il pensait piéger Contador sur le manque de vigilance. Mais le mec qui espère piéger Contador sur un manque de vigilance, mais il est complètement couillon parce que les Contador, il y a pas plus sérieux. Il est toujours dans les 10 premières places du peloton. Contador, c'est sur ce point-là, il est irréprochable à chaque fois qu'il fait un grand tour. Tu peux pas le larguer sur ça. Pour moi, les grandes opérations, fallait les faire en haute montagne, sur des vraies arrivées au sommet, où la supériorité de l'équipe totale de l'équipe Astana pouvait faire craquer les Tinkoff qui ont été ridicules, on va en reparler parce qu'en plus de Haru et donc de Landa, il y avait également Kangert qui était pas mauvais, qui fait 13e du général au final, Cataldo qui a été dans les 5 premiers pendant les 2 premières semaines, qui a été énorme. Cataldo, c'est l'énigme quand même. Le mec, il est là et d'un seul coup, pouf, il finit par craquer. Je pense que voilà, il devait avoir un pic de forme il devait être équipier sur les 2 premières semaines. Ça se gère ça aussi parmi les équipiers. Il y avait aussi Tiralango qui a été là, Rosa qui a été aussi bon. Franchement, l'effectif Astana, c'était impressionnant. Hallucinant. Les mecs étaient là pour gagner le Giro. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Bon, finalement, ils font quand même un très bon Giro en termes d'équipe, mais ils ont pas la victoire finale. Je maintiens mon truc quand même, parce que tu dis que pourquoi est-ce qu'il aurait pas plutôt fait la différence dans la haute montagne. Tu vois Contador, tu sais que dans la haute montagne, c'est assez dur de le distancer quand même. C'est le mec, il adore quand c'est irrégulier, quand il faut placer une accélération comme ça d'un coup, c'est lui qui va la faire. Ouais, mais on a rapidement vu que les Tinkoff étaient fait, pas rapidement, parce qu'ils ont mené la danse sur la première semaine, mais dès que les étapes de montagne sont arrivées, on a vu que les Tinkoff étaient cramés. Du coup, quant à Haru, mais également potentiellement Landa et Cataldo qui étaient bien passés au général. Donc t'as 3 mecs pour concurrencer Contador au général.
à ce moment-là, quand Contador est seul, il peut pas lutter à 1 contre 3. Si tu fais Non, des mais accélérations suicides. c'est pas ça le souci. Ce que je veux dire, c'est que au départ, dans la tête d'Haru, il pouvait pas penser distancer Contador dans la montagne en attaquant comme ça, parce que c'est exactement le style de Contador. Tu peux pas le tuer à son propre jeu, tu vois. Alors que justement, dans les premières étapes, ça aurait été plus judicieux, que c'était là que t'aurais pu lâcher Contador. Enfin, c'était ta meilleure chance, tu vois. Tu peux pas lâcher Contador sur une erreur d'inattention, il en fait pas Contador. Mais après, Oui, c'était sa meilleure Contador a beau adorer, comme tu dis, les montées complètement, changement de rythme, voilà, exactement. C'est exactement ça que je voulais dire, merci. Il a beau adorer ça, il peut pas lutter quand t'as 3 mecs qui l'attaquent consécutivement. Ouais, mais comment tu C'est- pouvais savoir dès le début que toute son équipe allait craquer? Ah, mais tu le sais pas dès le début. Mais c'est pas Voilà, une raison, c'est pour ça. mais c'est pas une raison pour se cramer dès les premières étapes. Pour faire Il n'importe quoi. pensait peut-être pas se cramer, il a présumé de ses forces, peut-être. Et ah oui, alors ça C'est oui. probable aussi. Effectivement, c'est très probable qu'il ait présumé ses forces, je suis d'accord. Il en a chié. Voilà. Après, il a bien terminé le Giro, je pense qu'il a eu vraiment un, Petit passage à vide, et puis... carrément un gros passe fait. Ouais, on a- Ouais. Et alors, on a beaucoup abordé Haru, donc un petit peu impatient et un petit peu jeune, mais l'autre révélation, qui mine de rien est plus vieux que Haru. Landa, il a 25 ans. Donc il a un Est-ce an que de c'est plus. vraiment une révélation? Bah si, c'est quand même une révélation. C'est une confirmation. Non, arrêtons de déconner. C'est quand même Mais une attends, grosse ouais, révélation. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il a un très bon palmarès chez les jeunes. Je l'ai noté, le palmarès, je l'ai sous les yeux. Mais, tu t'attendais Landa 3ème du Giro, là? Sérieusement? Non, par contre, je m'attendais à ce qu'un jour il ait des résultats comme ça. Pas forcément cette année, mais Ah, c'est je me pour ça que souviens ça a surpris. un jour, il y a 3 ans, je crois, il avait gagné une étape Tour du Burgos où il avait attaqué. Il s'était fait reprendre par Rodriguez et Samuel Sanchez, qui sont quand même pas des boulets. Effectivement, Et il les avait réattaqués dans le final et relâchés. Il avait effectivement gagné l'étape du Tour du Burgos. Mais oui, Et effectivement. quand le type gagne comme ça, tu dis, bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Il avait 21 ou 22 ans, bah, quand tu fais ça à son âge face à 2 des meilleurs putschers du moment, forcément, après, on peut s'attendre à ce qu'il ait des bons résultats. Oui, effectivement. Mais Landa, quand même, c'est clairement il était clairement au niveau d'un Contador. C'était celui, à mon avis, qui était le meilleur en montagne avec Contador. Mais c'est un mec, il y a quand même eu quelques commentaires assez acerbes sur ses performances. Comment dire, qui étaient un petit peu suspicieux. C'est il y en a- la- Bah ça, c'est Astana, tu pourras pas empêcher. mais en fait, j'ai envie de dire que maintenant, ça me désole. À chaque fois qu'il y a un jeune qui se révèle, on crie au dopage. Enfin, on Non, mais c'est suspecte. ça, c'est... Les jeunes ont plus le droit d'exploser. Les jeunes ont toujours fait ça dans le cyclisme. Quand, Sauf au bout d'un que- moment, ils passent un palier, ils explosent sur une grosse course, plus ou moins grosse, mais souvent sur des grosses courses. Voilà. Je me souviens pas que Andy Schleck, tout le monde a crié au dopage quand il a fait, à 21 ans, qu'il fait 2e ou 3e d'un Giro. Et qui se révèle comme ça. Au bout d'un moment, on s'est dit, oh putain, le jeune, il explose, voilà. Et depuis C'est la magie d'Internet. voilà, maintenant on a droit à des commentaires, alors que Landa, voilà, on disait qu'il sortait de n'importe où, je suis pas d'accord. Landa, le mec, il fait dans le top 5 du Tour de l'Avenir, il fait 6ème d'une Classica San Sébastien, il fait 2ème d'un Grand Prix Miguel Indurain, il brille sur des courses espagnoles surtout, comité de Madrid, Burgos, Asturies, bref, voilà, et il sortait, genre 2 semaines avant le départ du Giro, d'une 2ème place sur le Tour de Trentin, 2ème du Tour de Trentin quand même. Alors certes, sans une concurrence énorme, mais bon, voilà, le mec se plaçait quand même. Mais bon, ça reste Astana, tout le monde C'est va un gros talent. Ouais, mais tu regardes même quand Haru a eu sa maladie, t'as Greg Henderson qui a eu un commentaire totalement débile sur Twitter, Ouais. à dire tu reviendras quand ton passeport ira mieux. Mais tu remarques c'est- que sur Alaphilippe, pardon, il y a personne qui a rien dit. Hein. Je pense que à l'étranger ça doit y aller. À l'étranger, mais en France, pas. Mais non, Oui. mais pourtant France, bon, rien c'est à dit. peu près la même progression, voire beaucoup plus Ah, soudaine pour c'est Alaphilippe. encore Oui, plus tard, Alaphilippe est beaucoup plus soudain, c'est sa 2ème année pro, alors que Landa, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'il est pro. Oui, Ouais, puis même ça franchement attends. 3ème d'un Giro quand tu vois la concurrence comme ça où elle est pas énorme, C'est possible. C'est possible alors que Alaphilippe il fait 2ème de la Flèche et de Liège face Je suis au meilleur d'accord puncher du moment. je suis d'accord qu'en effet, Landa a une progression vachement constante. Et souvent, en fait, c'est ça. Je trouve que Zakharine, c'est pareil. Les mecs, comme on dit, c'est des mecs qui n'ont pas entendu le nom de leur vie. Ah, il sort d'où, lui? Alors, quand on s'attarde sur leur palmarès pro, à chaque fois, ces mecs ont des bons palmarès pro. Zakharine a un très bon palmarès chez les jeunes. Je voulais dire pas palmarès pro, je voulais dire palmarès jeunes. J'ai un peu bugué. Mais... Retournez 5 minutes avant, remplacez tous les Voilà, mots c'est ça. par jeune. Zakharine a un très bon palmarès jeune, et Landa également. Et Landa encore mieux que Zakharine. Chez les jeunes, il a toujours montré que c'était un leader, un grimpeur d'exception en devenir. Et là, il l'a montré sur le Giro. Alors après, je suis d'accord que vu qui sont
soit raté sur ce Giro. Les mecs qu'on attendait, ils sont pas là. Donc du coup, une troisième place peut être possible, une révélation. Mais le truc qui est impressionnant quand même, c'est qu'il termine troisième en étant le meilleur en montagne avec Contador. Et Contador, c'est pas n'importe qui. C'est quand même... Enfin, schéma, on l'a déjà Oui. vu. Comme tu le disais, ça revient au Wiggins, pardon. Wiggins finit devant Froome, mais Froome avait l'air bien plus fort quand même. Oui. Donc c'est pas étonnant qu'on voit Landa derrière Haru, mais... Froome sortait d'un podium sur une Vuelta quand même. Oui, non, mais quand je dis le même schéma, tu m'as compris, il était plus fort que son leader et... Parce qu'il me semble que sur les dernières étapes, Landa aurait pu reprendre du temps et conserver sa deuxième place, mais il a dû retourner pour attendre Haru, je sais plus trop quoi, il y a eu une histoire comme ça. Et sans ça, il pouvait conserver sa deuxième place devant Haru. Oui, non mais d'ailleurs, la deuxième place de Haru est un peu une illusion sur le fait que Landa ait joué le bon équipier sur les deux étapes qui gagnent Haru en fin de Giro, où Landa joue la patinette en restant dans les roues parce que y a son leader qui est devant, donc du coup il va forcément pas attaquer ni rouler quoi. Haru a parfaitement joué le jeu d'équipe sur la fin, ce qui a permis à Haru d'avoir un classement à moins de 2 minutes de Contador, ce qui est un peu une illusion par rapport à ce qui s'est réellement passé en course, et on a un Landa qui a plus de 3 minutes alors que normalement intrinsèquement c'était lui le plus fort avec Contador en montagne. Landa aurait pu mieux faire si Haru, s'il n'avait pas dû l'attendre. Voilà. Je pense qu'il y a eu une hésitation. Je pense qu'à Astana, on s'attendait pas à ce que Landa soit aussi fort. Il s'attendait à ce qu'il soit fort, qu'il soit comme les Cataldo, comme les Kangert, qu'il aide vraiment très bien Haru. Il y a de ça, et on s'attendait aussi à ce que Haru soit plus fort. Voilà, aussi, voilà. Je pense que c'est un mix deux. Un mix des deux. Du coup, les mecs se sont dit, putain, on joue quelle carte? Et du coup, ils ont un petit peu trop joué la carte Haru, parce que Haru c'est le leader, hein, quand même. Moi, ça me dérange pas le fait qu'ils aient pas joué la carte Landa, parce que quand Haru est leader, c'est Haru qui, du début à la fin, doit avoir la priorité. Sauf si Romain a une grosse faillite, là il s'est montré moins bien, mais il était quand même présent. Hein. Il a pas non plus, il a pas pris 10 minutes dans la vue. Après, Landa a prouvé qu'il avait les capacités de faire très très mal en montagne, et maintenant Landa, il y a Nibali, il y a Haru, et il y a lui qui est le troisième pion en montagne chez Astana. Full sang là dans l'os là. Il existe encore lui? Il est encore chez eux. Je sais même plus. Fuglsang, il est toujours chez Astana. Il est pas parti, lui? Ah non, c'est Brajkovic qui est parti. Oui, il est parti chez Unité Elsker, Brajkovic, mais Fuglsang est toujours là, il me semble. Mais il va jouer le coéquipier de Nibali sur le tour et faire premier et deuxième. Mais c'est bon pour Landa quand même, c'est une sacrée pub pour lui parce que ça prouve que c'est pas une tête brûlée non plus. Enfin, même s'il est meilleur, si on lui demande d'aider son leader, il va le faire, il va pas rechigner quoi. Clairement, là il a montré que c'était un coureur d'équipe, un mec qui avait. Il faudrait pas que ça l'enferme définitivement au rôle d'équipier dans les grosses équipes. Oui, mais voilà. Il va avoir des responsabilités chez Astana. Maintenant qu'il a fait 3e Giro, je pense qu'ils vont leur donner sa chance. Après, il faudra pas qu'il la rate. Mais là, il a prouvé. Il faut pas qu'il rate sa chance, mais je pense que là, sa chance, il l'aura chez Astana. Il a prouvé que. Je suis pas sûr qu'il l'ait. Ah si. Non, parce que la question c'est où est-ce qu'il peut l'avoir. La Vuelta. Voilà. Bah non. Et la Vuelta, c'est Haru. C'est Haru. Haru, il avait fait le doublé Giro Vuelta l'année dernière. Oui, et Nibali veut peut-être le faire aussi. Il aime bien la Vuelta, Nibali. Voilà. Oui, non, c'était dans des conditions où t'avais que 2 leaders. Là maintenant t'en as 3. Je pense que si Astana ont 3 leaders, ils vont pas faire doubler les grands tours à leurs leaders. Oui. Vu le résultat d'Haru l'an dernier, ce serait pas étonnant, hein, parce que l'an dernier il avait été parfait sur la de toute façon. Si jamais c'est Nibali qui veut le faire, Nibali a un assez gros contrat pour s'imposer. Oui, mais et Landa, maintenant qu'il a prouvé qu'il pouvait être très bon en montagne, déjà il est en fin de contrat là, il va demander d'être leader sur la Volta. Si on lui accorde pas, il dit y a pas de souci, je vais prendre une autre équipe, une équipe qui me proposera un statut de leader. Là, je pense le problème, c'est que notre équipe, est-ce qu'il aura l'équipe capable de l'aider quand même? Parce que même si les autres équipiers étaient là pour un Landa profitait du travail. C'est une problématique qui se retrouve à tous les mecs qui changent d'équipe. Ça c'est Landa, c'est pas. Mais voilà, Landa maintenant, il a la légitimité pour être leader, Landa. Donc pour moi, on va le revoir en tant que leader sur un ou deux grands tours encore, s'il arrive pas à confirmer. J'espère pour lui. Honnêtement, je l'espère. Oui, on espère. Non, là, il a montré qu'il pouvait être leader et il aura sa chance à nouveau que chez Astana. Peut-être dès cette année sur la Volta, on sait pas. On verra. Ou alors, l'année prochaine, soit c'est Astana s'il le propose un statut de leader, soit dans une autre équipe s'il décide de changer d'air et, je sais pas, d'aller, quelle équipe où c'est qu'il manque des leaders comme ça? Il y a pas mal d'endroits, quoi. L'Auto Jumbo. Ouais, enfin, l'espagnol chez l'Auto Jumbo, on a vu ce que ça donnait. Si, franchement, c'est la tradition chez eux. Oui, vachement. Ah oui, Garaté. On a vu la réussite de Silon Sanchez. Ben attends, Garaté, Fréré. Ouais, c'est pas faux. Fréré, c'est quand même multiple champion du monde. L'Auto Jumbo, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que la liste est longue d'équipes qui recherchent un grimpeur du calibre de Landa. Oui, mais combien peuvent accompagner un leader comme Landa?
Oui. D'où va la pas aller logique chez FDJ. chapeau. Après, il a prouvé qu'il pouvait prendre un statut de leader, Landra, mais de là à avoir une équipe construite autour de lui, je pense qu'il va falloir qu'il prouve un peu plus sur un autre grand tour. Hein. La première étape, c'est de confirmer ça. Et après, il pourra se targuer, j'aimerais bien avoir lui comme équipier. Il faut aller par étapes quand même, parce que là, il s'est révélé, c'est très bien ce qu'il a fait. Oui, c'est pas faux. Mais bon, Et c'est pour ça que je te dis qu'il aura ne pas brûlons le pas les titre étapes, sur la Volta. Il l'aura pas sur la Volta, parce que justement, il va peut-être refaire un truc en tant qu'équipier pour Haru, qui va sûrement faire la Volta. Vinocourt va en parler. Hein. Vinocourt va en parler sur des interviews, comme quoi, sur la Volta, potentiellement, Landa pouvait être leader. Vinokourov, c'est une langue de vipère aussi, il dit quelque chose, mais il fait Oh, pas tu vas te calmer, toi. C'est pas faux. Attention, Petit là, jeune. président du fan club de Vinocourov, là, tu vas prendre des baffes. Vice-président. Ah, c'est qui le président? Vino. Je sais pas, je le connais pas, ce connard. Ah, d'accord. Grébière aussi, ça. C'est le mec qui t'a battu aux dernières élections, c'est con. J'ai été viré. Alors, on arrive, last but not least, comme disent les anglo-saxons, ouais, c'est eux. Oui. Alberto Contador, El Pistolero, qui gagne donc ce Giro, qui ne gagne pas d'étape, mais qui gagne ce Giro en costaud, tout seul, voilà, Forever Alone, là. C'est ça. Ouais, parce Alone, que, c'est... on a eu le gros débat sur qui Sur- seraient ses équipiers sur le tour et Ah, mais là, il y a personne qui a marqué des points chez lui, hein. voilà. Alors là, C'est Kreuziger, définitivement là, je pense que. mais c'est le plus gros fail, Kreuziger, parce que, Basso, on s'en doutait, mais... Bah, vu la concurrence, Kreuziger, il pouvait faire podium. ah, mais à oui, côté de Contador vainqueur. Basso et Rogers ont fait le job sans être vraiment très très bons. On doit bien l'avouer qu'ils ont pas été au niveau auquel Après, ils attendaient. Rogers, c'est pas non plus un excellent grimpeur. Enfin, Rogers, il arrive Oui, à mais échapper de ça, mais... Ça reste quand même un bon grimpeur. Basso Oui, et Rogers ça a été un équipier utile. Voilà. Rogers, ça fait son boulot, je pense. voilà. Ils ont fait pile leur boulot. Ils ont pas été au-dessus, tu vois. Contrairement aux Astana qui ont vraiment carburé grave. Kreuziger et Basso ont même pas fait leur boulot. Basso, j'ai envie de dire que moi je m'attendais à Basso qui soit cramé. Oui, ça oui, mais pas Kreuziger. Alors Kreuziger, mais non, catastrophique. Mm. Il y a des étapes où il a aidé. Mais pas longtemps. Je pense notamment à l'étape où il y a eu Contador qui a eu sa crevaison. Et du coup, derrière, il y a Astana qui a roulé. Le mec, il y a quand même... alors, je sais même plus qui c'est qui a roulé, mais au bout d'un moment, il y avait que Kreuziger qui restait devant Contador. Kreuziger s'est fait lâcher. C'est Boharo qui est venu de l'arrière pour rouler. Kreuziger n'a même pas tenu face à Boharo, quoi. C'est pas la classe, hein, quand même. Ouais, non, mais là, voilà. Kreuziger, là, il a clairement... voilà, je sais pas ce qu'il foutait. Mais bon. D'un autre côté, pour le tour, ils ont gardé quand même Maika. Ouais. Rogers peut faire le doublé, ça c'est pas un souci. Il l'a déjà fait l'année dernière. Voilà, je pense que Contador l'a pris que pour que Maika soit en forme en juillet, parce que là, Kreuziger, il pourra pas compter sur lui. Enfin, quoique, on n'en sait rien, parce que finalement, Kreuziger, peut-être qu'il était pas en forme, et qu'il sera en forme au mois de juillet. Mais bon. Ouais. En tout cas, ce sera pas l'équipier privilégié de Contador. Ça c'est sûr. Ce sera Maika. Il c'est a sûr. perdu tout le crédit qu'il avait auprès de Contador. Au niveau de la confiance, là, Contador, ouais, il est plus trop dans les bons papiers, là. Même si devant la caméra, il disait que ses équipiers, voilà, il avait bien aidé. Tout Je ça. serais bien curieux de savoir ce qui s'est passé derrière les caméras, sincèrement, parce qu'ils ont dû se prendre des volets dans le bus, parce que là, c'était catastrophique, quand même. Venir avec un tel effectif et pas réussir à avoir plus d'un équipier au pied du dernier col, c'est quand même, voilà. Contador, mais c'est hallucinant qu'il est arrivé à contenir les attaques. Alors, Astana a vraiment, des fois je comprenais pas, ils roulaient, ils attendaient vraiment la fin pour rouler. Contador, Oui, il avait une deuxième équipe, Contador. Il avait l'équipe Astana comme équipier. Je suis d'accord pour Astana, pour rouler, pour isoler Contador, mais une fois qu'on Contador est isolé, il faut arrêter de rouler, les gars. Il faut tenter des trucs, parce que sinon ça sert à rien. Il y a deux phases dans cette technique, dans cette tactique. Faut Quand t'as un isoler et après équipier, attaquer. quand le deuxième et le troisième du général sont de la même équipe et qu'ils ont un équipier derrière eux, enfin devant eux, ils attaquent. Ouais, non mais voilà. Enfin, c'est-à-dire que voilà, Astana isolé Contador et derrière, voilà, bon, on l'amène à 2-3 bornes et puis après sur 2-3 bornes, Contador il peut gérer le truc. Hein. Oui, bah surtout que contrer Haru et Landa qui attaquent tour à tour, bon, c'est pas non plus. Donc alors Contador qui gagne malgré deux petits événements. Alors le fait d'être retardé par une chute la veille du contre-la-montre et de perdre 40 secondes. Bon, c'est un faux événement parce qu'il était juste pas bien placé. Tu t'oublies quand même l'événement principal, Oui, c'est luxation d'épaule. J'y reviens. C'est la luxation. Je pense qu'il Fais dans l'ordre, fais dans l'ordre chronologique. Oui. Donc voilà, il perd, il était pas très bien passé. En effet, il y a une chute avec luxation de l'épaule. J'avais oublié, j'avais complètement zappé le truc. Parce qu'à mon avis, c'est quand même du gros bluff. Hein.
Il a Oui, mis, c'est comme sa jambe pour la dernière Volta. Hein. Monsieur s'est fracturé le tibia ou je sais plus trop quoi. le mec est arrivé sur le podium, ah, je peux pas mettre mon maillot, excusez-moi, il avait le bras en écharpe et tout, et 2 jours plus tard, il était en danseuse sur l'école, hein. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. Je pense qu'il était blessé et qu'il en a rajouté. Ah oui, non, mais Oui, c'est- c'est comme le coup de la Volta, c'est ce que je disais. Mais blessé, bien, euh, quand même. touché, oui, parce qu'il a chuté, mais je pense qu'il a carrément, mais il a amplifié le truc puissance 10 000. Ah oui, mais T'as une luxation de l'épaule, t'es pas en danseuse 2 jours plus tard sur un col italien, quoi. Faut arrêter. D'un autre côté, ça a sûrement aidé de bluffer comme ça parce qu'ils se sont dit ouais, s'il est blessé, on va peut-être y aller un peu moins fort. Genre, on n'aura pas besoin d'une grosse énergie pour le distancer. Et lui, il s'est reposé, tout allait bien. C'est sérieux ça? Parce que moi justement, j'apprends que mon adversaire principal est un peu diminué. Je mets toute mon équipe à rouler comme des bâtards et. Ouais, bah, on n'a pas vu Astana rouler comme des bâtards. Alors on les a vus rouler comme des bâtards, mais on les a pas vus lâcher Contador par contre. Mais bon. Oui, enfin, on les a vus rouler comme des bâtards, sauf les 2 jours qui suivaient, c'était luxation de l'épaule. C'est magnifique. On a dit 5 fois bâtard en 30 secondes. ouais. Tout à l'heure, on me tombait dessus quand j'avais dit connard. Ouais, Bravo. j'avoue. Là, ouais, c'est un podcast de tout public. Donc voilà. Et donc voilà, luxation de l'épaule, fausse luxation de l'épaule, pris dans une chute. Et étape 20. Là, alors qu'est-ce que c'était? C'était quoi? C'est cette espèce de... Moi, je dis que c'est du bluff aussi. Non, alors je pense pas que c'est du bluff. Oh, mais arrête de dire bluff. Non, il faut pas dire que c'est du bluff à chaque fois. Là, il était clairement, il était pas au niveau. Mais je pense qu'il a eu un début de fringale. Il a eu de la chance il a contrôlé sur la fin, ils s'en foutaient. Je pense qu'en fait, il a eu de la chance que ça lui arrive au sommet du Finestré. Du coup, il a eu qu'à limiter la casse pendant 2-3 bornes. Et après, derrière, t'as une descente de 15 km. Il a dû se gaver de gel énergisant et du coup, il a pu limiter la casse sur le plat final. Sur le replat, sur la... Oui, la enfin, il a surtout bien contrôlé sur la fin. Hein. Oui, il perd quand même 2 minutes, hein, sur le coup. Oui, mais il aurait pu perdre. Et il peut remercier d'Astana aussi de pas avoir relevé d'avoir mis 20 km alors de comprendre qu'il fallait faire relever Landa. Parce que Landa était tout seul, et roulait tout seul, et derrière il y avait Arou qui était avec des mecs mais qui roulait tout seul aussi. Voilà. Encore une tactique hallucinante de Astana, qui avait une très bonne équipe mais qui niveau tactique, il y a des trucs à revoir quand même. Bon, après, d'accord, peut-être pas du bluff, mais n'empêche que sa fringale était pas si énorme que ça, et je pense qu'il a pas non plus cherché à vraiment revenir, il a plutôt cherché à limiter, faire stagner l'écart. Je pense qu'il était quand même à fond, mais qu'il a quand même bien limité la casse. Mais le fait d'avoir une fringale à 35 km de l'arrivée, je peux dire, t'as les miquettes, hein. Parce qu'en 35 bornes, si t'as une vraie fringale et que t'arrives pas à la passer, mais t'es au revoir, quoi. C'est lui arrivé sur Paris-Nice il y a quelques années. Exactement. À Luis Los Angeles. Il s'était fait reprendre et lâcher par le peloton dans le dernier kilomètre. Ouais, il avait été humilié. Une vraie fringale, c'est ça, hein. Là, il a eu de la chance qu'il y ait une descente juste derrière, une descente où il a donc pas perdu de temps. Et il a eu le temps de se remettre du sucre, parce que sinon, sur un faux plat montant final de, je sais plus combien ça faisait de kilomètres la montée, là, mais, il y avait quoi perdre des minutes, hein. À peu près 7. Voilà, il a finalement très très bien limité la casse. Donc voilà. On a fait le tour des mecs qui avaient brillé au général. Effectivement. Et maintenant, il faut le sujet qui fâche. Il faut les mecs qui ont raté leur Giro. Les mecs qui nous ont déçus. Les mecs qui ont trop mangé McDo à l'intersaison. Et donc je veux bien sûr parler de Monsieur Uran, par lequel on va commencer. Je pensais que je parlais de Pozzo Vivo, tiens. Ah, Pozzo Vivo, il a pas pu décevoir. Ah, il a déçu, hein. Ah non, donc vous voulez commencer par Pozzo Vivo, il y a pas de souci. En effet, c'est le premier favori qui était sorti de la course. Ben, c'est une chute qui a fait très très peur quand même sur la 3e étape. Pozzo, on peut pas dire qu'il a déçu parce que c'est pas une énorme contre-performance. C'est une énorme contre-performance, mais voilà, c'est une chute. Oui, mais c'est pas de sa faute, on va dire. C'est ce qu'on appelle un impondérable. Alors, d'après ses coéquipiers, c'est de sa faute. Ah bon? Alors vas-y. Oui, ils ont dit, on comprend pas comment il a pu tomber. Faut être un boulet pour tomber comme ça. Faut être un boulet. Au bout d'un moment, il y a des chutes que t'expliques pas des fois, hein. Il y avait aucune raison. Il y avait rien sur la route. La route était en parfait état. Et t'as un de ses coéquipiers derrière lui qui a dit qu'il comprenait pas comment il avait pu se rétablir. Il s'est arrêté sur le bord de la route, le mec était en sang, qu'est-ce que tu fous? Ouais, là, quand tu chutes comme Pozzo Vivo, non, au ralenti, tu vois, il touche rien, hein, il tombe. Oui, non, mais, vu la violence de la chute, t'es déjà bien content qu'il soit de retour dès le Tour de Suisse, normalement. Oui, je pense que maintenant, faudrait que t'arrêtes de te moquer de Menchoff, en fait, parce que. Ah non, un de tes petits chouchous s'est quand même pris une sacrée mandale dans la gueule. Pozzo Vivo, il est pas tombé en montée ou dans une ligne droite sur un contre-la-montre, hein, s'il vous plaît. Pour défendre Menchoff, dans une droite, il pleuvait, c'était mouillé. Ouais. Oui, c'est quand même une ligne droite, hein. Pozzo Vivo, c'était sec. Des pavés, c'est glissant. Ouais, mais c'était un virage. Bon, bref. Pozzo Vivo,
je suis d'accord avec Alexis, on peut pas dire qu'il a déçu parce que, enfin, c'est une chute. On peut pas dire il a pas été éliminé à la régulière. Ouran, Voilà. Ouran, parlons-en. Ouran, 14e général. Alors attention. Bon, pas d'équipe, hein, on l'avait déjà dit, ça. Boué, effectivement absent. Malgré tous tes espoirs, Alexis, Maxime, il a rien foutu. Enfin, il a rien foutu. Il a aidé comme il pouvait, mais bon, n'est pas Puels qui veut, quoi. Alors, tout d'abord, Ouran, Monsieur Lefebvre nous a dit qu'il était sorti du Tour de Romandie avec le nez bouché. Du coup, effectivement, niveau respiration. Ça fait toujours rire, ça, c'est excuse, mais c'est une vraie excuse, parce que quand t'as le nez bouché, niveau VO2 max, t'es plus au maximum que tu pouvais avoir avant. D'accord. Forcément, t'as pas vraiment la classe, t'arrives, ouais, j'ai pas réussi, pourquoi? J'avais le nez bouché. Non, mais c'est pas fini, c'est qu'au début, c'est le nez bouché. Mais bon, un nez bouché, t'es pas censé durer 3 semaines avec un nez bouché. Même s'il a fait mauvais aux alentours des étapes 9-10, là, après, il a refait beau. Normalement, le nez bouché, c'est fini. Mais visiblement, la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il a eu quelques kilos en trop, le petit Ouran. Alors, je voudrais entendre la réaction de Kenan, qui avait annoncé Giro vainqueur pour Ouran. Oui, moi je parlais du Ouran de l'an dernier, pas du Ouran de cette année, c'est pour ça. Donc le Ouran de 53 kilos, pas celui de 65. Le Ouran qui faisait deuxième du Giro, cette année aurait pu gagner. Par contre, le Ouran qui a le nez bouché et qui se console en allant au McDo 4 fois par jour, bon, c'est plus compliqué. C'est parce qu'il avait un grand ami à l'époque qui s'appelait Bettencourt. Ils sont potes, ouais. Ils se sont fait des barbecues tous les jours, voilà. D'ailleurs, Bettencourt, il y a pas un lien de famille entre Bettencourt et un autre Combien, je sais plus qui c'est, mais... Il y a sûrement un mec qui s'appelle Bettencourt. Non, mais un cousin ou un neveu, un truc comme ça, mais justement ils ont... Ingrid. D'accord, merci. Bon, c'est un truc, j'ai entendu un truc comme ça, c'est pour ça que je le lançais, mais vu que vous faites des blagues de merde, je vais de suite le laisser de côté. Donc voilà, Ouran. C'est peut-être l'autre Bettencourt qui lui a payé les McDo. Enfin bon, ça. Voilà, super. En plus, t'insistes, hein, c'est ça qui est bien. Je voulais la faire. C'est vrai que je te rejoins, Kenan. Ouran avec la forme de l'an dernier, normalement, en effet, il fait partie des meilleurs. Hein. Là, il a vraiment pas été au niveau. Et voilà. Ah non, ça non. C'est malheureux. C'est une déception. Par rapport à l'année dernière, il n'est pas non plus l'équipe qui était au niveau. Mais... je crois pas qu'il ait eu un grand monde l'an dernier à ses côtés. Ouais, comme l'an dernier, il avait Pouls qui était très bon l'an dernier. Il avait ça. Et d'ailleurs, sur une des étapes où il s'est fait larguer, il était sans équipier. Et c'est d'ailleurs là qu'on a vu que le fait qu'il lui manquait une équipe derrière lui, ça a été fait. Alors, bien sûr, ça a été fatal. Enfin, c'est pas ça qui l'a achevé parce qu'il était déjà hors circuit depuis un moment. On voyait qu'il était limite. Mais le fait qu'il avait personne avec lui pour rouler, alors qu'il était largué relativement tôt sur une étape de montagne, je sais plus laquelle c'était exactement, ça montrait que quand même avoir une équipe là pour un Ouran, quand on veut jouer en tout cas les hautes sphères du général, quand c'est pas comme un mec comme Geniez ou un Caruso qui veut juste jouer le top 10, du coup il squatte les roues, un mec comme Ouran qui veut jouer la victoire, il se doit d'avoir une équipe. Donc voilà. Là, si en plus on n'a pas la forme, alors là, c'était cramé pour lui, il fait 14e. C'est dommage, il a presque pu gagner une étape à la fin. Il aurait presque pu se sauver la face, quoi. Il s'est quand même bien rattrapé. Ouais, on peut pas dire qu'il soit bien rattrapé quand un mec débarque sur le Giro en visant la victoire et qu'il fait 14e au final avec 2 deuxièmes places d'étape, quoi. Non, je suis d'accord, mais... Il a fait illusion en disant pour une première semaine complètement foirée. Il a évité les coups de fouet. Il a évité les coups de fouet, c'est tout ce qu'il a fait, quoi. Oui, il s'est bien débrouillé en 3e semaine quand même. Il était là, quoi. Il suivait les meilleurs. Il colle à la politique de Quick-Step, enfin de ETX, que des 2e places. Voilà. Là, il y a pas eu de 2e place, là. Ouran, il fait pas des podiums ou des trucs comme ça, il fait des grosses placettes sur les dernières étapes de montagne. Déjà, il fait 2 fois 2e les 2 dernières années. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais là, cette année, 14e, Non, mais sur les victoires sur les étapes. Je te parle des dernières étapes où il est derrière un roue et tout. Voilà. Ouais, peut-être. Pour le film. Autre déception. Alors, on a déjà parlé de Porte. On va pas y revenir, hein. On en a parlé quand on a évoqué Koenig. On peut parler, par contre, d'un autre coureur qui a abandonné avec Podorio et Porte. C'est Cunego. Et oui, Cunego. Alors, on était quand même 3 à le progresser quand il était dans les 10 premiers. Mais il était là au début de il était là. Il était là. Il était dans le top 10. Enfin, il était difficilement dans le top 10, il craquait dès qu'il y avait une attaque. Oui, il craquait. Disons que lui, attaqué. Il se faisait pas piéger. Soyons honnêtes avec nos auditeurs. Oui, effectivement. Mais il ne se faisait pas piéger. Déjà, au moins, il avait ça pour lui.
Mais il a attaqué, c'est surtout ça, Cunego a attaqué. Bon, Mais malheureusement, il peut pas s'en empêcher, c'est un pirate bis. il a... Ouais, Encore une pas fois, de Pirazzi, hein. comparons le palmarès de Pirazzi et Cunego, voilà quoi. Ah Il bah y en a, c'est comme c'est le petit comparer prince, Evans l'autre, et Trofimov. Eh oui. Ouais, bon, c'est une erreur de jeunesse, ok? Bon bref, donc Cunego, effectivement a pas fait illusion longtemps, il a fait un bon début, mais il a craqué après. Et enfin, dernier fail à mon avis, à moins que vous en ayez d'autres à dire, mais c'est Vandenbroek. C'est Vandenbroek, oui, mais quand on l'a déjà Ah, il a évoqué. pas abandonné. Non, Vandenbroek il a fait 12e du général, juste derrière Montfort, son équipier. Voilà, c'est eux qui voient le patron. Voilà, et Pourtant- vous l'aviez annoncé dans le top 5, hein, 3, hein, tous les 3. Non, oui, enfin... Oui, non, oui, hein. Non, oui, mais non. Non, mais Oui. il y avait une histoire comme quoi il pouvait être quatrième, c'est ce que je pensais, parce qu'il fait tout le temps quatrième ou jamais là. Mais c'était l'année où il allait se blesser. Donc du coup, c'était avec réserve, tu vois. Mais t'as tout à tout faux parce qu'il s'est pas blessé et à la régulière il a terminé 12e. Ouais. Alors il a quand même pas eu de cul, Ça n'empêche qu'il est pas là. Dans le top 10. il a pas eu de cul parce qu'il a fait une chute dans une descente juste avant une montée finale. Ah, il C'est a là failli qu'on- se blesser. C'est Ah, ce qu'on appelle la signature Vandenbroek, hein, voilà, après la crevaison au pied de la planche des belles filles, il y a la chute au pied de notre truc. Voilà, toujours il a des merdes, c'est quand même hallucinant Vandenbroek. Hein. Oui, bah c'est dommage pour lui. Vandenbroek. Ouais, voilà. C'est un coureur de talent quand même. Bon, et même sans cette chute, de toute façon, il était pas dans l'allure. On a vu dès le départ que il pouvait difficilement suivre et difficilement viser mieux qu'une pauvre un top 10 à la limite, mais bon, voilà. Et finalement, il T'as termine de la 12e. chance, au moins tu l'as vu, moi je l'ai jamais vu. Ouais, ben, il termine 12e. Il termine 12e, il est pas si loin. Ouais, mais on l'a pas vu. C'est le mec qui a terminé avec Géniez et tout là quand il était à peu près bien sur une étape quoi. Mais bon, Oui, comme il a perdu un peu de temps avant, il se retrouve 12e au général, voilà, un peu plus loin. Parce que même à la télé, ils montraient le groupe Géniez Amador. Vandenbroek, tu vois, ils s'en foutaient. Ouais. Alors, petite C'est trop long anecdote. à écrire aussi. Ouais, aussi, ouais. Toi, c'est Pe- pas un souci. Petite anecdote, hein, voilà, c'est l'anecdote backstage. Il paraît qu'à l'arrivée de je ne sais plus quelle étape, donc Montfort et Ah. Vandenbroek se sont frités. Donc les Sérieux? deux équipiers, donc de la même équipe, qui étaient à deux doigts de se foutre sur la gueule, visiblement, c'était très près d'en venir aux mains. C'est en tout cas ce qui a été annoncé sur Bein, donc voilà, bonne ambiance chez Lotto Soudal. Voilà. Eh ben. C'était toi qui devais emmener Greppel. Non, c'était toi. Ouais, non, mais, Ouais, Je enfin, pense- ça pourrait expliquer aussi qu'il est pas gagné. Hein. Être Ça, Voilà, c'est Vandenbroek, pour ça. quand on a eu Montfort, était pas hyper chaud pour l'aider après sur les étapes. Enfin, je sais pas. Bonne ambiance. Hein. Autant Montfort est passé de Vandenbroek, il avait l'air un peu au-dessus, je le comprends aussi. Oui, Montfort est 11e, il est une place devant. Ils ont quand même les places des cons, hein, les lotos là. 11e et 12e, c'est au port du Ouais, top 10. mais ça c'est pas nouveau, ils sont toujours à la place des cons. D'habitude ils étaient quatrième, voilà. Ouais, c'est une grosse tradition en effet chez Lotto, effectivement. Roland, c'est le mec qui fait troisième ou quatrième du Tour des Flandres, et après il fait plus rien. Le mec qui attaque, je sais plus sur quelle course, puis il se reprend à 5 bandes de l'arrivée alors qu'il aurait pu gagner. Ben, ils ont vraiment la loose là-bas. Ouais, Van Endert aussi qui fait pas mal de 4e ou 5e place sur les Ardennaises. Van Endert, c'est simple. Soit il performe les Ardennaises, il fait quatrième, soit il performe pas. il fait 4e. Merci. C'est pour ça, c'est le Vandenbroek des Ardennaises. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous voyez d'autres coureurs qui ont Ah, c'était cité pas le tour, hein, c'était le Giro, fais attention. Oui, oh là 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 là. Oh, cette conclusion beauté qu'il va nous faire, Alexis, avec cette magnifique blague. C'est magnifique. Donc voilà, alors, je regarde... Je passe au Bataclan le 28 c'est ça. Eh On a fait plus court On que va la dernière payer. fois. On est à 1h40. Donc, on a quand même fait un peu plus court. C'est passé vite, hein, c'est pas... On a fait un peu plus court. Les prochains épisodes normalement seront sur le Tour de France avec des présentations, mais on va découper cela, donc on fera plusieurs épisodes sans D'ailleurs, doute. t'as parlé de découper les épisodes, mais je crois qu'on n'est pas au courant, nous. Mais si on en avait parlé, merci de faire ça en direct. Si, oui, on en avait parlé. On avait parlé de faire Toujours au top. toi. un découpage en fait, où on va faire plusieurs épisodes avant le Tour de France pour présenter chaque aspect de la course et pas vous faire un gros podcast de 3 heures parce que le Tour de France ça va être bien sûr une course où on va digresser tellement il y a des choses à dire sur cette course. Donc voilà, Tu me répètes ce mot? digresser. Alerte mot compliqué. Je t'expliquerai. Digression. Voilà, Mais exactement. dans le Nord, tu sais, nous, tout ce qui a plus de 3 syllabes, c'est fini. Ah ouais. Alors, digression 3. Normalement, tu Justement, comprends. c'est fini. C'est fini. Bon voilà, donc on espère que vous avez également apprécié ce second épisode, briefing, qui a mis en évidence nos pronostics lamentables à la suite du premier podcast. Mais bon, Le pire, c'est Kenan. Hein. ouais. Euh, Kenan, il avait annoncé Crushbike. On peut lui Et dire. bah, C'est le seul.
Non, C'est il le ça. seul mec qui l'avait annoncé. il y avait Non, un- j'ai annoncé Contador sur le podium, Haru sur le podium. Voilà, il avait 3 mecs. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui as le plus de mecs dans le top 10 parce que nous, on avait annoncé que Haru et Contador. Mais nous, on les avait sur le on avait Contador à la bonne place en première Ouais. place. Mais moi, j'avais annoncé Portier en dehors du top 10. C'est pas faux. Ouais, enfin, en même temps, Facile, il leur délai. moi, j'avais annoncé Niemek hors du top 10, j'ai gagné aussi, hein. Arrêtez de vous foutre de la gueule, les gens. Voilà. C'était plus facile de trouver Niemiec hors que Portier. Non, parce que lui, il avait Grémé et Xu en équipier. Donc, il partait Ouais. avec quand même un Ah, sacré, n'empêche que j'avais sacré avantage, Niemek. pronostiqué Géniez. C'est Et pas là, Gré... Ah si, Grosu aussi. Ouais. Non, Grosu, Non, c'est pas Grosu, chez il est eux. pas du tout chez lui, il est avec Non, Petaki. c'est chez Nippo. Ouais, Nippo, voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense que ça va être le moment de se dire au revoir. Voilà, on va pile arriver à 1h40. Un dernier mot, allez-y. Kenan. Avec plaisir. Ok, voilà. Après enchanté, c'est maintenant avec plaisir. Alexis, dernier mot. À bientôt et pour le tour. Merci, voilà. Et bien pareillement, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes. À la prochaine les gars, pour le Tour de France. Ah, et votez pour le nom, surtout, c'est important. Également, et surtout, ne votez pas pour les balances. Eh, non, mais, si vous votez pour les balances, promis, je fais l'intro de la prochaine vidéo. Voilà. Oh, putain, Je m'engage. Genre, ça va faire voter les gens pour les balances. Oh là là. Exactement. On vous paye un C'est kebab. ma voix. Ouais. Non, mais ça, tu t'engages tout seul. Mais, Non, quand je dis on, ça veut pas dire moi non plus. Bon, Selon bref, nos gains YouTube. ouais. votez Non, mais- pour Les balances. le petit que vous préférez, c'est-à-dire pas les balances. C'est on un beau sait titre, que vous ça, voulez pas qu'on les balances. pèse sur la course, voilà. Donc, Je crois que c'est la plus longue conclusion de l'histoire du podcast, les gars. Mais bon, Bah, il y a eu que 2 podcasts, donc c'est pas compliqué. aussi. on mais fera bon. mieux pour le tour, t'inquiète. Allez, c'est ça. Allez, à la prochaine, les gars. Salut. Salut. Salut.